Bonjour à tous, vous écoutez le Parabidule, c'est l'épisode numéro 1 et nous sommes le jeudi 17 janvier, c'est parti. Voilà, magnifique musique flippante pour commencer. Ça commence bien, ça met bien dans l'ambiance. Bonjour mes très chers amis, bonjour Maude. Salut. Ou bonsoir Maude, parce que c'est le Parabidule et donc oui. on enregistre de nuit. Hein, il Oui. n'est pas, Il n'est pas 9h du matin. c'est pas l'heure du petit-déj. Et salut Père Antoine. Salut. Merci. Comment allez-vous? Merci à toi de nous avoir rejoints. Merci de l'invitation. Oh bah écoute, ça nous fait très plaisir. On voyait que tu étais très réactif par rapport à certains sujets qu'on a abordés. Donc Oui. voilà, ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir pour ce premier numéro. Et oui, je réponds 3 heures après. Oui, merci, ça va bien. Voilà. Vaut mieux tard que jamais. Eh ben oui, tout à fait. Tout à fait. On va peut-être poser les choses à plat et dire directement de quoi ça s'agit. Qu'est-ce que c'est que le Parabidule? Qu'est-ce que le Parabidule? Qu'est-ce que c'est? Le Parabidule, c'est tout simplement une sous-division du bidule. Si vous tombez par hasard sur le Parabidule, bon, je trouve ça un petit peu étrange parce que d'où vous venez, hein, déjà, c'est que vous êtes forcément tombé sur le bidule à un moment donné. Donc c'est une sous-division qui parle du paranormal parce que Maud et moi sommes des passionnés de paranormal. Vite fait, on n'est pas des grands spécialistes et c'est pour ça qu'en général on va toujours faire appel à quelqu'un pour venir parler d'un sujet qu'il maîtrise ou pas, hein. Je parle pour toi, Père Antoine, je te fous la pression en fait là. Oui, on va dire ouais. Je suis préparé. Ah ouais, d'accord. Je sais que tu bosses très bien tes dossiers en général dans les podcasts où tu interviens. On va voir ça. Voilà. On va peut-être poser certaines bases. Maud, je vais te laisser le faire. Elle allait bouffer un bonbon en fait là. C'est marrant. Je mangerai plus tard, c'est pas te grave. démerdes. Ah oui, Non, mais c'est pas grave. Je garde. Vas-y. On parle plus tard. Alors, de quoi est-ce que ça va parler en général le Parabidule? Alors, on va évoquer plus ou moins les différentes catégories du paranormal. D'accord. Peut-être commencer par une petite définition du paranormal, non? Et tu t'es fait? Tout à fait. Eh oui, allez-y, je vous en prie. Alors, le paranormal, qu'est-ce que c'est? C'est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes dont les causes ou mécanismes ne sont apparemment pas explicables par des lois scientifiques établies. Voilà. Voilà, C'est beau. C'est ça. Mmh. C'est, le préfixe para désignant quelque chose qui est à côté de la norme. La norme étant ici le consensus scientifique d'une époque. Un phénomène est qualifié de paranormal lorsqu'il ne semble pas pouvoir être expliqué par les lois naturelles connues, laissant ainsi le champ libre à de nouvelles recherches empiriques, à des interprétations, à des suppositions et à l'imaginaire. Voilà. Donc c'est un petit peu, pour résumer, pour les gens qui n'aiment pas ce genre de phrases longues, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait peur. Voilà. C'est des choses qui font peur et que tu sais pas ce que c'est. Des choses inexpliquées. Voilà. Qu'on peut pas expliquer rationnellement. Voilà. Je tenais à dire aussi, à juste le dire au début de cette émission, oui, je vais parler comme un gogol, comme d'habitude dans les émissions. Hein, je ne veux pas changer. Non, on ne change pas une équipe. Je ne serai pas plus sérieux. Je suis désolé, je ne peux pas. Mais ce sera très bien. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, péremptoire, ça te parle un petit peu comme définition, toi? Ouais, surtout pour l'imaginaire et interprétation aussi. Ouais, c'est la grosse interprétation des fois hein, sur le paranormal. Comme on doit bien commencer quelque part, on va commencer par les grandes formes de section du paranormal. Et nous, qu'est-ce que tu voulais dire?
Rien. Je sais pas, tu me regardes et tu fais. Non, je validais ce que t'allais dire. D'accord. C'est tout. Quelle communication formidable entre nous. C'est quelque chose de génial. Je continue donc. Nous allons commencer avec la première grande virgule qui sera fantôme, entité et esprit. Ça me plaît. Alors, les fantômes semblent prendre les formes les plus différentes. Ah, d'accord. C'est sympa de le faire comme ça aussi. Alors, je vais le refaire. Les fantômes semblent prendre les formes les plus différentes, apparaître dans les endroits les plus invraisemblables et hanter les demeures des personnes les plus diverses. Qui sont-ils vraiment et pourquoi se manifestent-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Ah non, ça c'est Bernard Villardière. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Un voyage au cœur de l'étrange pays des sombres. Ouais, donc là on va franchement aborder d'abord un thème principal qui nous est un petit peu plus commun à Maud et moi. Je pense que Péremptoire t'es un peu plus barré aussi là-dedans pour l'instant. Je m'intéresse, je regarde plein de trucs en rapport. Tout ce qui est plus hantise en général, c'est vraiment bon. Enfin, on va dire que de toute façon c'est peut-être le fer de lance de tout ce qui est un peu paranormal au niveau des shows à la Ricaine ou au niveau des films en général. Ah oui, complètement. Ils ont un petit peu pignon sur rue là-dessus, quoi. Voilà. Tout le monde en a déjà parlé, et on parle et on reparlera encore. Peu importe notre âge, notre rang social, notre métier ou profession, nos croyances, nos convictions et même notre nationalité, nous avons tous notre opinion sur ce sujet. Les esprits et les fantômes existent-ils ? Que nous soyons 2, 10 ou 30 au coin du feu ou dans une vieille maison qui craque, à la pleine lune comme en plein soleil, nous aimons en parler. C'est vrai. C'est un truc qui réunit beaucoup de gens en fait. Ceux qui croient ou pas, de toute façon, t'es obligé d'en parler au moins une fois dans ta vie. Ouais. Moi, je sais pas, enfin, ça, c'est arrivé quasiment à tout le monde de faire une soirée avec tes potes et puis te dire, bon, vas-y, on fait une séance de spiritisme pour voir. Non, moi, j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait tu dors pas de la nuit, quoi. Ah non, c'est clair. Mais je suis trop flippette pour ça, moi. Vous êtes naze, c'est trop marrant. Avec le cliché de tu vas dans la salle de bain et t'as toujours peur qu'il y a quelqu'un derrière toi dans le miroir. Dès que tu tournes la porte, ça fait 10 fois que je tourne la porte, il y a personne. Ça marche pas votre truc. Ouais, non, mais moi ça j'ai fait pas mal de fois. Et puis tu sais, je sais pas, toutes les petites légendes urbaines qui s'instaurent quand t'habites un quartier, quand t'es jeune ou que tu sors avec les gosses de ta rue. Ça t'est jamais arrivé ce genre de délire ? Ah si. Ouais, toi aussi, Péremptoire ? Ouais, normalement, chez moi, il y avait des restes d'animaux sacrifiés dans mon jardin. Donc, bon, il s'est jamais rien passé de spécial, mais on y pense quand même des fois. Voilà, tu vois, c'est comme dans le cimetière, quoi. Voilà, moi, c'était... Il y avait un mur à côté des jeux. Il y a des jeux, tu sais, toujours dans les quartiers. Ouais. À côté des jeux, il y avait un grand mur et on croyait qu'il y avait quelqu'un qui était dans le garage, en fait, qui était derrière le mur... qui vivait comme une bête là ou un fantôme, il y a un truc qui répondait quand on faisait toc toc. Mais en fait, il y avait rien, il y avait une bagnole de merde qui était défoncée, quoi. Voilà, t'es jeune quand t'es con, mais tu crois entendre des trucs et puis du coup, tu t'imagines plein de trucs de fou, quoi. Donc je vais continuer. Défenseur féroce de l'existence des entités jusqu'au plus sceptique, chacun y va de sa petite histoire vécue par lui ou par une personne de sa connaissance, comme on vient exactement de le faire. Certains défendent la thèse selon laquelle toute manifestation d'esprit provient obligatoirement et exclusivement d'une intervention divine ou démoniaque. Deux faces, le bien et le mal. Donc voilà, en général, ça reste quand même un trip assez catho, on va dire, à la base, niveau fantôme par chez nous, quoi. Bah, t'as forcément une base religieuse, en fait, par rapport à ça. Une base de religieuse, tu veux dire comme la recette de la religieuse ? Oui. Oh, ça va. Hein. Ouais, c'est très drôle, je suis très marrant. D'autres plus souples soutiennent qu'en plus de ces deux forces extrêmes, certaines entités proviennent d'ailleurs. Ah, on va plus vers l'ufologie. Le grappin d'ailleurs. Le grappin de... Attends, je voulais juste le faire. Le grappin magique. Voilà. D'autres encore croient fermement que toutes les entités proviennent du même endroit, la même force, et sont d'origine simplement l'âme de tous les morts. Nous verrons deux grandes formes d'entités, soit les esprits et les fantômes. Parce que c'est différent, c'est pas la même chose. Moi je savais pas, c'était différent. Et oui, et c'est pas du tout la même chose. Enfin, pas du tout.
Ça reste dans la même famille, mais ça intervient à des forces différentes. Tout à fait. Les esprits sont des entités invisibles mais qui ont un pouvoir très puissant. Il y a 2 grandes catégories d'esprits, parce que c'est encore une sous-catégorie de Ah oui, mais c'est comme dans un arbre en fait. Hein. D'accord. Les poltergeists. Alors attention, avec eux ça déconne pas. Je crois qu'ils sont méchants. Les poltergeists ils rigolent pas. La première de ces catégories est appelée les poltergeists, plus connus sous le nom d'esprits frappeurs. Ils sont bruyants, turbulents, agités, tapageurs, bref, ils sont dérangeants, souvent insupportables, et peuvent dans les cas extrêmes devenir dangereux, car si en général ils se limitent à faire du bruit ou à parfois déplacer des objets, fracasser, démolir ainsi que de mettre le feu, ils sont parfois réglés comme des horloges faisant toujours le ou les mêmes bruits à une heure fixe, ou au contraire, ils sont complètement imprévisibles dans leur comportement. Ce sont des esprits malfaisants, antipathiques et qui choisissent les lieux hantés sans y avoir été invités. Comme les enfants, quoi. C'est des gosses, en fait. C'est des gosses ou des gens qui sont à la retraite depuis bien longtemps. Bah, on dit que tu redeviens un gamin quand t'es très très Tu régresses. Donc voilà. Ça vous parle un peu les poltergeists ? Pas personnellement, j'ai pas eu d'expérience comme ça. Non, je connais des gens, oui, qui ont fait ça. Et... Ouais. Ouais. Ils ont déjà été emmerdés par un truc vraiment violent à ce point-là ? Bah en fait, bon, je vais raconter légèrement ma vie. Mes parents qui un jour auraient vu un truc assez spécial. Mais... Après, ils sont pas du genre à y croire dur comme fer, mais d'accord, ils restent sceptiques. Ce jour-là, ils ont vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire et ils ont pas pu l'expliquer en fait. D'accord. Bon bah voilà. Et toi, Maud ? Moi, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais eu de ce genre de problème ? Non. En général, tu veux dire, même au niveau du paranormal, t'as jamais eu d'expérience ? Ah, pas du tout. D'accord. Donc t'aurais tout pour être une très bonne sceptique à la base, en final. J'y crois sans y croire, en fait. Voilà. Ok. J'y crois encore. Non, pas dans ce genre d'émission. D'accord. Ensuite, on va parler de l'esprit des défunts. Donc là, c'est un peu plus soft. Ça, c'est différent des poltergeists. Ah bah, carrément. La deuxième catégorie comprend les esprits des défunts qui se manifestent à nous en prenant divers chemins ou portes pour se faire entendre, remarquer et comprendre. Ces esprits peuvent revenir sur invitation, c'est-à-dire lorsqu'ils sont personnellement appelés lors d'une séance de spiritisme, de Ouija, de lévitation de table, à la demande d'un médium ou plus simplement à l'appel d'un membre de l'entourage du défunt. D'accord. Bon, moi je dois dire, en général, le Ouija... j'ai un peu de mal avec ce truc. Enfin, perso, j'ai un peu beaucoup de mal à y croire. Ah bon ? Ouais, les guéridons qui volent aussi, c'est pas trop mon délire. Moi, c'est surtout, le truc des verres qui bougent sur la table, tout ça, je suis pas... Alors après, pour avoir vu plusieurs, notamment le dernier, je sais plus quel reportage, le dernier reportage qu'on avait vu par rapport à ça, où ils organisaient des séances de spiritisme, tu sais... en Grande-Bretagne, là ? Oui. Dans l'espèce d'hôtel, des séances de spiritisme collective, et il disait, tu vois que c'est expliquer, en groupe, t'as une énergie en fait qui se rassemble sur le verre ou sur le truc qui est sur la table, et du coup c'est ça qui permet de faire déplacer le verre. D'accord. Ouais, parce que moi c'est ce que j'imaginais, je vois plus ça comme un espèce d'afflux sanguin dans les mains qui ferait que la force fait bouger le verre, quoi. Ça pourrait expliquer comme ça. Les battements du cœur dans le... tu vois, je sais pas ce que t'en penses toi, Péremptor. Ouais, ce serait les midi-chloriens. Voilà, c'est les midi-chloriens. C'est le taux de midi-chloriens qui fait ça. Bon, méfiez-vous si vous faites une séance de spiritisme avec un Jedi, on sait jamais, il peut dégainer un sabre laser d'une minute à l'autre. Ah, ça sait jamais. Ce type d'esprit est presque toujours calme, détendu, serein, et aux questions posées, il répond avec tranquillité. Donc, en général, l'esprit des défunts, c'est des mecs cool, quoi. Ils sont assez zen, ils écoutent du Portiched. Ce sont donc des esprits en paix, pacifiques et heureux. Ils peuvent aussi se manifester sans avoir reçu d'appel. Dans ce cas, 2 possibilités sont à prévoir. Il peut s'agir d'esprits paisibles et doux qui viennent pour nous livrer un message d'espoir, des conseils quant à notre avenir, des investissements. Ah non, pas des investissements, c'est pas des mecs qui font dans la banque en fait. Des traders. C'est ça. Bonjour. Oh putain, j'ai le fantôme de Jérôme Carviel qui m'a dit qu'il fallait tout de suite placer des sous. Des avertissements sur un danger qui nous guette ou encore pour nous livrer leur témoignage sur ce qui se passe après la mort et sur la nouvelle vie dans l'au-delà. Donc en fait, c'est des messagers en gros, on va dire quoi.
Ils ne font pas le mal, ils entrent en communication avec la personne désirée de façon civilisée. Donc, bonjour, je suis un esprit. Comment allez-vous? Chanté, je suis un esprit, je viens te dire que là, faut pas déconner. Hein. Tu as changé cette place, le parking, avec la personne qui l'a possédée avant. Je veux que tu la remettes en place. Voilà. D'accord. C'est comme ça. Pas forcément pour des places de parking. Hein. Ne crois Ça pas marche tout ce que avec je tout dis. Hein. D'accord. Voilà. Merci de le préciser. Respectueuse et ne demeure pas longtemps à la même place. Dès que leur passage est passé, leur message est passé et entendu, ils repartent sans bruit et sans histoire. Donc voilà, c'est en gros c'est ce qu'on voit souvent dans les films, tu vois, le côté un peu romantique du fantôme. C'est le romantique qui a un dernier message à délivrer avant de pouvoir s'en aller. Comme dans Ghost. Un peu comme dans Ghost, Ouais. en effet. Non mais bon, Bah oui, mais c'est ça. non mais ça se voit que c'est t'es une l'exemple nana, t'as même. tes références par rapport Bon, au ça fantôme. va. mais- Non, mais c'est la référence. Cocon. Il peut s'agir à l'inverse d'esprits amers, désagréables, tristes, sinistres, fâchés. Donc là, c'est un peu moins la teuf. C'est des vues que t'es pas très content. Oui. Vous marchez sur mon gazon. Ah, c'est l'esprit des vues. Il faut bien comprendre que, dans la majorité des cas, ces esprits appartiennent à des personnes qui sont décédées de morts violentes, souvent dans de terribles souffrances, alors que le responsable de leur mort n'a jamais été ni découvert ni puni. Étant donné leurs âmes qui ne trouvent pas la paix, leur mort n'a jamais... Non, ça j'ai déjà fait. Putain, j'ai beaucoup de mal. Hein. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, mais je lis des trucs trop longs pour moi, quoi. Oh là là. Je sais pas très bien lire. Hein. J'ai arrêté après le collège, moi, merde. C'est vrai. Étant donné leurs âmes qui trouvent pas la paix, errent dans les limbes, ils se font alors vengeurs et reviennent pour châtier, damner, frapper leurs bourreaux et ainsi prendre leur revanche en se faisant justice eux-mêmes. Alors ça, c'est en général ce qu'on voit plus dans les shows à l'américaine, ce genre de fantômes-là. Ils ont toujours une histoire un peu violente, quoi. C'est bon bah lui il a pas de chance, sa femme elle est rentrée, il a décidé de se pendre, il a décidé de cramer la maison, machin, tout en même temps dans la même baraque. Ou c'est aussi souvent des fantômes de petites filles. Oui, t'as beaucoup. C'est exactement, Bah, ouais. ça marque énormément. Il faut des petites filles. Et il faut une pièce avec des poupées carrément glauques C'est ça. dans une pièce. Avec des yeux bizarres. Genre t'as des gens qui viennent habiter dans la nouvelle maison pour refaire leur vie, mais ils gardent quand même une pièce avec des poupées moches. On sait jamais, ça peut servir. Malheureusement, ils ne se contentent pas toujours d'intimider leurs meurtriers. Parfois, ils choisissent un intermédiaire pour se faire comprendre et, en quelque sorte, raconter leurs histoires, dans l'espoir d'obtenir une condamnation pour le coupable. Comme ce sont des esprits irrités, accablés et impatients de trouver enfin le repos, les moyens qu'ils emploient sont souvent source de la terreur pour leurs interprètes qui, apeurés, voire même horrifiés, aura beaucoup de difficultés à saisir le message et sera donc dans l'impossibilité d'apporter son aide. Donc là, c'est normal. Alors, j'ai envie de dire... il y a un truc qui t'arrive comme ça, au début tu flippes, tu penses pas forcément que c'est pour aider que la personne vient vers toi. Tu dis, d'accord, j'ai peur, laisse-moi tranquille, ça fait 3 fois que je change de froc là, donc je ne veux pas savoir ce que tu veux. Par contre, lorsqu'ils réussissent à établir un contact et qu'ils arrivent à leur fin, c'est-à-dire en obtenant la punition souhaitée pour leur tortionnaire, ils quittent les limbes, retrouvent la paix et la sérénité. Et sérénité. La sérénité, c'est pas pareil. Non. Et la sérénité et cessent leur visite sur Terre à tout jamais. Ils partent. Loin. Voilà. Jolie petite histoire. Histoire. Donc voilà. Ouais. Donc ça, c'était les esprits, Mhm. en gros. Donc un côté les méchants, un côté les gentils. Ou les gentils qui peuvent être méchants aussi. Mais qui ont forcément un message quelque part. C'est des postiers de l'au-delà. C'est ça. Ils ont toujours une petite sacoche avec eux, de toute façon. Voilà. J'ai recommandé. Ouais, faut venir signer. Ah non, j'y vais pas, moi. Tu me fais peur. Alors, maintenant, on va passer au fantôme mode. Oui, les fantômes. Dis-moi. Donc, les fantômes sont des entités, au même titre que les esprits, mais qui ont la faculté de se rendre visibles. D'accord. Ah, c'est ça la grosse différence. Leur pouvoir, comme celui des esprits, est d'une puissance inouïe. Leurs manifestations sont presque tous point identiques à celles des esprits, dans leur but comme dans leur procédé. Ils nous apparaissent sous diverses formes, une émanation gazeuse, une forme floue, transparente. Je m'en doutais que tu allais faire un truc comme ça dans le genre, c'était pas possible. Une masse lumineuse, un corps clair et net, un visage centré ou à l'inverse très reconnaissable. Voilà. C'est des apparitions, Vraiment, quoi. vraiment un truc visible, quoi. Certaines photos de spectres ont été prises et bien que plusieurs d'entre elles furent Ah, y a pas que jugées moi. truquées, c'est compliqué. Ouais.
Plusieurs passaient le test de l'authenticité. La preuve en est donc faite, les fantômes existent. Ouais, après la preuve, voilà. Tu vois sur internet, tu vois tout et n'importe quoi au niveau des photos, au niveau des, peut-être pas des vidéos, mais au niveau des photos. Ouais. Enfin, d'ailleurs, on a fait une vidéo, la première vidéo qu'on a fait pour le Parabidule, pour l'ouverture, on a fait une vidéo tous les deux, Maud et moi, où on démystifie un peu certaines vidéos qu'on trouvait sur le web par rapport à des fantômes. Notamment le mec qui m'avait fait beaucoup rire, qui faisait un poltergeist dans sa maison, et qui avait mis des cordes partout pour tirer sur ses portes, et qui respirait comme ça dans sa caméra. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que t'as les spécialistes, les chasseurs de fantômes qui passent des heures et des heures et des jours et des semaines à trouver des preuves et tout ça. Et le mec, dans sa maison, il lui arrive tout en l'espace de 5 minutes. Et ce qui bouge, quand la maison elle se retourne. C'est magnifique. Enfin bref. Je te laisse continuer. Ah, tu croyais que j'allais reprendre, hein. T'as pas envie de parler, hein. Mais bien sûr que si. Bon, bah voilà. Alors, donc il y a des fantômes silencieux, discrets, réservés, dans leur attitude comme dans leur mode opérationnel. C'est des ados. Et leur mode opérationnel, c'est ça. Et les fréquences d'apparition. Ceux-ci ne cherchent manifestement pas à effrayer, affoler ou apeurer ceux qui habitent les maisons qu'ils habitent. Que cherchent-ils alors ? Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils habitent là ? Vraisemblablement, ils errent dans les lieux connus d'eux, où souvent ils ont vécu une vie sans drame ni histoire particulière, bref, une vie douce. Ils semblent ne pas vouloir quitter l'endroit qui regorge de bons souvenirs, où ils furent heureux. C'est un peu normal en même temps. Oui. Une personne qui a vécu pendant 40 ans dans la même maison, ouais. J'y meurs, j'y reste, c'est tout. Quand on est bien chez papa-maman, on part pas. Ben voilà, c'est ça. Faut pas que les geeks y meurent, parce que ça craint. Il va y en avoir beaucoup. Ils sont généralement peu ou pas dérangeants. Peu ou pas bruyants, tant que les habitants terrestres de cette demeure ne cherchent pas à les chasser, car dans ce cas, bien que pacifiques, ils se révolteront et pourront faire subir de lourds dommages aux troubles faits en leur rendant la vie infernale. Un peu un esprit vengeur quand même, si t'essayes de les déloger. Oui. Bon, s'ils sont pacifiques à la base et puis que tu les sens vraiment pas la journée ni le soir, je vois pas où est le problème, quoi. Moi, ça me dérangerait quand même. Mais si tu les vois jamais ? Oui, mais une fois que tu sais qu'ils sont là, tu l'as vu une fois ou deux, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un genre, qui t'observe, il était dans la salle de bain en train de se laver et du coup tu l'as gaulé en ouvrant la porte. Mais qu'est-ce que tu fais là dans ma douche ? Qu'est-ce que tu crois que je fais ? Je suis comme tout le monde, voilà. Je me lave. Je lave mon suis slip. propre. Non, mais ça peut faire un... Oui. Non, mais je suis d'accord. Juste le fait de savoir. Mais je comprends que ça peut déranger. Hein. Sentir comme ça une présence, s'il y en a une. Bah continue, oui. Non. Elle est triste, j'ai pas d'un seul coup. Je pleure. Oui. Je pense à ces petits fantômes qui sont tout seuls comme ça. T'es gentil, toi. Petits fantômes qui sont tout seuls pour Noël. Et on va faire un calendrier des petits fantômes. Allez, c'est parti. Comme Casper. Voilà. Avec des Monster Munch. Si tu les colles sur le calendrier. Regardez, madame, c'est bon, les fantômes. Non, ça me parle pas comme sujet, merci, j'en veux pas. Alors, la cohabitation peut se faire dans l'harmonie si chacun respecte l'autre. À l'instar des esprits, les fantômes peuvent aussi se révéler rebelles, agitateurs, révoltés et être ainsi désagréables, odieux, antipathiques, exécrables, bref, complètement invivables. Et dans ce cas, la cohabitation est insupportable. Voilà. Logique. Comme n'importe quelle cohabitation, de toute façon. C'est vrai, au final. Ce sont souvent des entités qui refusent de céder leur place aux vivants dans un environnement qui leur a déjà appartenu. Ils peuvent aussi avoir subi des traumatismes graves et cherchent à fuir les limbes en troublant le repos. Comme les esprits, quoi. Oui. Sauf que les fantômes, ça a l'air un peu plus cool et moins revanchard si tu viens pas les chercher, quoi. Que direct, les esprits, notamment les poltergeists, pour un rien, ils viennent te chercher la merde. C'est genre, tu passes dans la rue et t'as un poltergeist qui se fait un croche-pied comme ça, tu sais pas. Ah, comme ça, d'accord. Ouais. Il dit, dis donc, t'es tombé par terre, non? Tu vois, comme ça. Un petit qui cherche la merde. Tout à fait. Un rouquin, certainement. C'est des rouquins, les... les fantômes roux. Oui, fantômes rouquins, bah, tu ne connais pas, voilà. Ça t'est jamais arrivé, tu l'as dit, donc voilà. Ah, moi, j'avais une petite question quand même, par rapport aux fantômes, aux entités et tout ça, aux esprits. Est-ce que vous croyez qu'il faut automatiquement être croyant
Ouais. pour croire aux fantômes, aux esprits. Parce qu'il y a quand même l'histoire de l'au-delà et tout ça, la vie après la mort. Non, parce que dans toutes les cultures un peu, je pense qu'il y a à un moment donné des... Regarde, notamment, je pense dans les pays asiatiques, je crois que c'est au Japon ou je sais pas, ils sont très croyants par rapport, surtout, ils ont beaucoup plus de respect justement dans la mort après. Les défunts, c'est franchement un truc qui est hyper respecté. Les fantômes, c'est un truc ils y croient dur comme fer. Non, oui. Non, mais ma question en fait, c'était si pour quelqu'un qui est athée par exemple. Ouais. Est-ce que tu crois que ça peut empêcher, enfin, est-ce que vous croyez, est-ce que ça peut les empêcher de croire aux fantômes? Non, je pense pas. Moi, Ça a rien à je voir. pense pas non plus. Hein. Il suffit d'être curieux, en fait, à mon avis. Ouais. Enfin, tu vois, tu vois pas l'espace. Quand tu regardes, quand tu sors la tête, tu montes la tête, tu regardes en haut, tu vois pas l'espace, mais tu sais qu'il est là. Mais pourtant, qu'est-ce qui prouve qu'il est là? Non, mais sans C'est déconner. Jean-Claude Van Damme, ça, Non, mais- c'était joli. Ah ouais. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois. C'est la même chose avec les extraterrestres, quoi. On sait pas si C'est non, on c'est a... parce qu'on ne différent. voit pas les choses qu'elles Qu'elles ne sont n'existent là, pas. quoi. Ouais. C'est différent par rapport à la religion. Bref, on n'est pas là pour parler de Bah religion. non, hein. tu peux être sceptique sur les extraterrestres. Oui, non, mais... Oui, mais non. Pourquoi? Bah explique ton point de vue. C'est ce que je viens d'expliquer. Je crois qu'on se comprend pas du tout. Problème de communication. Ouais, il me semble. Ah, hein. mais non, il faut pas parler de religion, ça fâche en général, donc on en parle pas. Ouais, bah on n'est pas un repas de famille, qu'est-ce que tu me fais? Bon bah voilà, maintenant du coup je suis fâché. Allez, Non, j'arrête non. cette émission, c'est de la merde. Voilà. Bon, bah merci. Hein. Salut. Non, Non, on va restez, enchaîner. On partez va pas. enchaîner du coup. Pardon, je suis encore malade. C'est embêtant. On va enchaîner directement avec les shows TV qui se rapportent justement à ce sujet, donc les esprits, les fantômes. Ah bah nous c'est quand même le gros de de nos visions en ce moment. Hein. C'est Oui. vrai. Premièrement, bah, on va parler de Ghost Adventures. Oh. Ah, le meilleur. Le meilleur. Alors on va pas On le est garder d'accord. pour la fin, on va pas faire les foufous. Alors je vous fais un petit résumé vite flash. Ghost Adventures, c'est une série télévisée paranormale américaine dont le premier épisode a eu lieu le 17 octobre 2008 sur la chaîne Travel Channel. Le programme suit les chasseurs de fantômes Zach Bagans, Nick Groff et Aaron Goodwin. Oh, Jude. I'm cold. Enquêtant et s'enfermant du crépuscule jusqu'à l'aube dans des lieux réputés hantés. Cette équipe se démarque par ses méthodes de provocation envers les esprits qui entraînent la plupart du temps des réactions assez surprenantes. Voilà. Donc, les amis, Ghost Adventures, quel est votre avis? Moi, je suis ultra fan. Ouais. Alors moi, je suis ultra fan, mais il y a quand même des trucs qui me chiffonnent. Ah, il y a des dans leur trucs façon de faire. chiants, ouais. Ouais. Il y a des trucs qui font mal. Tu te dis, putain, vous faites mal à mon émission. Du genre allez, on va dire comment, merde. De quoi Je sais plus, je trouve plus mes mots. Les possessions. Les possessions, voilà, merci. Les possessions, c'est vraiment too much, quoi. Moi, Ah je oui, me là, souviens c'est- je crois que c'est dans la première saison Mm. ou la deuxième. Non, la première où Zach se fait. Faut préciser ouais. qu'il y a déjà 7 saisons. Oui, il y a 7 saisons. Mm. Oui, c'est quand ils vont en Italie, je crois. Je sais plus où ils étaient, mais il se fait posséder. Et dans cet épisode-là, Premier tu dis- épisode de la saison 2. C'est pas en Italie, Ah oui, c'est dans ça. un autre. Ah oui, voilà. Et là, tu dis non, mais c'est quand même too much quand même. Ouais. Il a Tu dis- l'esprit d'une nana, une infirmière ou je sais Ouais. plus quoi. Et Et là, tu dis ouais, la saison 2 elle commence comme ça. Tu dis ouais, j'espère que ça va pas être. n'empêche tout le que temps moi, comme ça. j'aurais pas aimé être à la place des mecs avec lui. Parce que quand t'as un mec qui est tout seul dans un groupe de 3 potes comme ça, qui commence à faire des trucs chelous comme ça, Mm. et que toi t'es dans le noir avec des caméras, puis que ton pote il commence à faire style, il est habité par quelqu'un, C'est clair. soit t'as envie de lui mettre une grosse droite, Tu arrêtes de déconner. mais Jacques. qu'est-ce que tu fais là, on a une émission. Et ouais, non, moi je sais pas, je serais peut-être pas trop fier à ce moment-là sur le coup Alors, non plus, ce quoi. qu'il faut savoir avec Ghost Adventure, c'est qu'ils sont que 3. Ouais. Donc ils sont vraiment en équipe réduite. Ils s'enferment toute la nuit dans It's la time maison. to lock down. Voilà, exactement. Ils s'enferment toute la nuit dans la demeure ou l'endroit de leur choix. Mm. Et comme tu disais en fait avant, c'est qu'ils provoquent les esprits. Ils Ouais. sont pas là. C'est Genre, la méthode vous de êtes Zach là, est-ce qu'il y a Bagans, quelqu'un C'est non, viens là, connard, je t'attends quoi. C'est bien de battre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. exactement ça.
C'est alors, à ce qui paraît, les fantômes, vous avez des toutes petites bêtes ici. C'est exactement ça. Ouais, Moi, en c'est- général, il dit pour se justifier auprès des gens qui le critiquent là-dessus, il dit oui, en fait, moi je provoque, c'est souvent contre les esprits méchants, ceux qui embêtent les gens, en fait. Oui. Voilà. Des fois, c'est même trop. Oui, des fois c'est. Quand il y a un épisode où il se met la tête sous une hache, je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Il fait allez, vas-y, fantôme, coupe-moi la tête. Et ça, c'est trop. Quoi. Eh bah dis donc, tu m'as même pas coupé la tête. Hein. Oui, mais c'est ce qui fait son charme, Zach. Ça fait son Zach. Zach. C'est ce qui fait son Zach. Voilà. Ouais, bah sinon bon, en général, ils me font quand même bien marrer parce que j'arrive bien à m'identifier aux personnages. Au niveau des attitudes des mecs, parce que tu vois que c'est quand même des potes, ils rigolent assez souvent sur Ouais. les enquêtes. Bon, le mec qui me fait le plus kiffer, moi, c'est Aaron. Aaron, quoi. Ah, c'est le meilleur. Le Et pauvre, c'est il a vrai- peur de tout. C'est le souffre-douleur du T'as groupe. l'impression qu'il subit tout. À chaque fois, ils le font aller dans des trucs, ils le mettent dans les galères. Genre, il y a un plan dans la maison où ça va être blindé de fantômes, où il va y avoir des trucs de fou qui va se passer. Tout de suite, Zach dit à Aaron, c'est toi qui es ce soir. quoi. Ça, Oui. c'est un peu bâtard. Ouais, c'est. Il y a une morgue. Bah, vas-y, va sur le lit de morgue et puis. on Et te bah laisse c'est aller, hein. Aaron qui va y aller. Ouais, c'est carrément ça, quoi. Après, Nick Groff est bien aussi, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait plus il fait plus le relais entre Zach et Aaron. Il quoi. est moins charismatique que les deux autres, Voilà. que Ouais. Zach et Aaron. Alors malgré tout, il a sorti un bouquin, je crois, il y a pas très très longtemps, qui a Ouais. l'air d'être très très intéressant. Et Zach Bagans a sorti aussi un livre. Un album, ouais. Et Ouais. un album aussi. Et un album, ouais. Avec Praga Khan, je crois, un des membres de Lord of Acid. D'accord. Je ne connais Je sais pas. Voilà. Et ben, Mais tu moi, connais ce que j'aime Lord of beaucoup Acid. dans Ghost Adventure, c'est que forcément, tu vas voir des choses, quoi. Ouais, il y a forcément Et- un truc chaque épisode, quoi. T'as forcément un truc sympa à voir dans l'épisode, Ouais. plein de petites voix électroniques, écouter, Ouais. plein de choses comme ça. Ouais, ça, je trouve ça les bien. séances de PVE enregistrées. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop le paranormal, vu que nous on regarde ces émissions et qu'on sait de quoi il s'agit, on va peut-être l'expliquer. Les PVE, en fait, c'est des phénomènes de voix par appareil électronique. Alors, on prend, je sais pas, un petit dictaphone qu'on prend avec nous sur les enquêtes, on enregistre et du coup, on peut avoir des voix qui apparaissent sur la bande après écoute, quoi. Des fois, ils entendent vraiment des trucs. Je pense que c'est trop la suggestion qui joue et au final, il y a vraiment que dalle, quoi. Des fois, oui, faut vraiment tendre l'oreille pour. C'est tiré par les cheveux. Après, en plus, le fait que ça soit en anglais, Ouais. en VO, du coup, t'entends En pas la véro. même chose. En VO, c'est ce que je dis. Je vais te dire en En véro. En véro. Non, t'as les clés de la bagnole. Donc, du coup, t'attends pas forcément la même chose que si c'était en français. Ouais, c'est exact. Ouais. C'est exact. Là, il y a une autre méthode aussi qu'ils utilisent, que tous les chasseurs de fantômes utilisent, c'est la Ghostbox. Ouais. Ah oui. Ils l'utilisent pas tous Alors- parce c'est un peu décrié comme méthode quand même. Alors, Moi, j'ai des je- doutes là-dessus quand même. Ah, moi, Ouais. mais carrément, je comprends pas ce système-là, quoi. Enfin, je sais comment ça marche, Mais tu comprends pas quoi? C'est le balayage que tu comprends pas? Non, mais voilà. Non, mais je peux pas imaginer que ça puisse marcher, quoi. J'ai jamais entendu de Ghostbox de probant. Ah bon? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Ghostbox, pour ceux qui connaissent pas? Alors, c'est un genre de petit appareil qui fait la taille d'un téléphone portable en général, quoi. Oui. On va dire. Qui scanne plusieurs ondes et on va dire, je crois que c'est des fréquences FM en général, à très haute vitesse. Donc en fait, il est impossible d'avoir une seule phrase sur la même fréquence, normalement, de la même radio. Et le fait qu'ils obtiennent certaines voix des fois se révèle être des Donc, ils posent des des questions à la sortes de Ghostbox. PVE, quoi. Voilà. Et ils obtiennent plus ou moins des réponses. Il y a ça, il y a aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Les lunettes. Voilà, les lunettes. Qui fait parler certains. Alors ça, Ça, j'y crois pas du tout non plus. Alors ça, je trouve ça complètement ridicule. c'est un peu bizarre ce truc. C'est trop. Et j'ai l'impression que le truc a quelques mots de vocabulaire parce que chaque fois il dit run en fait. Dans presque toutes les enquêtes. Run. Ou des fois, ils disent escalier, mais on sait pas. Escalier. Kill. Up. 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 Ouais. Mais putain, ils arrivent à me faire douter quand même, quoi. Ils sont très forts dans Ghost Adventures pour C'est ça. le but, en fait. Donc, Péremptoire, t'en es à peu près où, toi, là, dans les saisons? La saison, il y a beaucoup d'épisodes, du coup, je crois que c'est la saison 4. Voilà, c'est ça, ouais.
Il y a Ouais, je suis 23 rendu- épisodes, je crois, la saison 4. Je crois que je suis rendu à l'épisode 10-12 à peu près. Ouais, nous on doit être à peu près pareil, je pense. Parce que du coup, moi j'ai recommencé à me les mater en VO avec un peu une meilleure qualité, parce qu'on les trouvait en France, on les trouve que sur Dailymotion ou des trucs. Dans une qualité vraiment... Ouais, c'est Ouais. pourri. Et du avec, coup, avec des voix qui vont pas du tout en plus. Des ouais. voix traduites. Ouais. Et t'as l'impression qu'en fait il y a des fantômes partout parce que tu vois que des pixels à l'image. Bah, c'est ça, en fait. C'est super important, du coup, d'avoir une vidéo en HD. Ouais. Mais malheureusement, ça n'a pas été trop importé en France de bonne qualité. Malheureusement. Planète, c'est diffusé sur Planète No Limit, je crois. Ouais. Oui. Oui, je crois que c'est plein de... Ouais, Planète No Limit. Et bah nous, on n'a pas trop ça. En fait, il faut carrément le booker Canal Plus pour pouvoir avoir Planète No Limit ou Canal Sat. Canal 7. Nous, on peut pas l'avoir comme ça et c'est chiant. Même avec un truc internet, tu peux pas l'avoir tout seul. Donc ça fait un peu chier. Les DVD sont pas importés chez nous. Ils restent en zone 1. C'est con parce que Travel Channel les a tous sortis. Je crois qu'ils vont même faire du Blu-ray. Donc c'est un peu dommage. Parce que c'est franchement un show que j'aime regarder comme ça. C'est bien construit, quoi. Grave, tu sais, tu toujours te fais pas rythmé. chier. Ouais. Ouais. Je trouve que même des fois les enquêtes préliminaires avant le lockdown sont super intéressantes. sont beaucoup plus longues que le lockdown en lui-même. Quoi. Bah, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de... T'apprends de pas mal de background. trucs sur les États-Unis aussi au final au niveau de l'histoire. Notamment, bah, du coup, vu qu'on en est tous là, vous avez tous vu l'épisode sur Gettysburg, avec cette image à la fin où ils prennent un personnage à la caméra thermique, un espèce de soldat qui s'abaisse pour tirer. C'était assez impressionnant parce que Celui-là, il est impressionnant. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai. Là, je dois avouer que je doute pas mal pendant les épisodes, mais quand j'ai vu ça, ça fait réfléchir quand même. Tu peux pas nier, là, quand tu vois les images. Ça fait partie un peu de ces hantises de guerre, les hantises résiduelles de guerre, quoi. Comme beaucoup de gens ont aussi témoigné, comme quoi à Waterloo, des fois, les gens voyaient encore des scènes de Waterloo se repasser devant eux. Alors ça, c'est assez hallucinant. À mon avis, je flipperais bien ma race de voir ce genre de truc, quoi. Ça doit être impressionnant, ouais. Enfin, voilà, bref, on va peut-être passer à autre chose. En tout cas, Ghost Adventure, j'approuve. C'est le best show, ouais. Nous, c'est ce qu'on regarde, Proms. C'est les Proms. Ensuite, on va parler des personnages un petit peu plus vieux dans l'histoire de la chasse aux fantômes. On va parler de Taps. Les vieux de la vieille. Voilà. Ou Ghost Hunters, ou Tracker de fantômes, comme on dit en France. Oui. Parce que ça a été importé du Canada, traduit au Canada, quoi. Et ça fait mal aux oreilles quand même. Ouais. Alors il faut savoir qu'au Canada ils sont très très friands de ce genre de show. Il y en a énormément qui sortent de chez eux, quoi. D'accord. C'est un truc de fou. Je suis allé sur une chaîne Dailymotion d'une personne qui met que des vidéos sur le paranormal et la plupart des shows où ça parle français en général c'est du canadien, quoi. Genre eux Mystère ils l'avaient bien avant nous, quoi. Il y a super longtemps, quoi. Et je crois que ça durait beaucoup plus longtemps que chez nous. Oui. Donc Taps, les traqueurs de fantômes est une série documentaire américaine diffusée aux États-Unis depuis octobre 2004 sur Sci-Fi et diffusée en France sur Planète No Limit ainsi qu'au Québec sous le nom de Chasseurs de fantômes sur Z-Télé. Tu vois, ils ont je sais pas combien de noms différents, quoi. Un groupe de personnes appartenant à l'organisation Taps, The Atlantic Paranormal Society, enquête sur des lieux supposés hantés dans le but de mettre en évidence des preuves d'activité. Une autre organisation existe, le GHI, Ghost Hunters International. Il s'agit d'une branche parallèle de Taps travaillant en Europe à la demande de Jason et Grant, fondateurs de Taps, n'ayant pas le temps de gérer leur travail, leurs enquêtes aux Amériques et en Europe en même temps. Parce que à la base, les mecs, ils sont plombiers. D'accord. Ils le disent dans le premier épisode, tu les vois débarquer avec leur camionnette de plombier. C'est très drôle. Ils commencent les premières enquêtes avec cette camionnette, je crois, il me semble. Et c'est assez marrant parce que tu les vois arriver avec leurs chiottes à déplacer à mettre d'un endroit à un autre. Et puis tu dis ok, ça commence bien cette émission. Et puis voilà. Mais bon, je suis moins fan de Taps. Bah moi j'aime bien parce que ils sont plus rationnels, ils cherchent toujours à démontrer que y a pas, qu'il y a rien en fait. Bon, à la fin des épisodes, on se retrouve avec pas grand chose à regarder au final parce que 3/4 des trucs sont démystifiés. Ouais. Mais moi j'aime bien regarder, ça change par rapport à Ghost Adventure où on a tout acquis en fait. Alors moi ce qui me gêne énormément dans Taps, c'est que c'est très romancé en fait.
Ouais. Tu vois, le problème de toujours avoir des problèmes dans l'équipe. Du genre, c'est encore la faute de Brian. Brian, je t'ai déjà dit qu'il fallait des câbles. Très drame. Voilà. Il faut enlever les câbles, machin. Les câbles, je t'ai fait 5 fois, je te dis qu'il faut les sortir de la camionnette. Enfin, ce genre de détails-là, à la fin, commence à être un petit peu relou. Moi, il y a un truc qui m'embête aussi un petit peu dans leur manière de faire, c'est que les mecs arrivent sur un lieu hanté, et ils sont genre au moins une dizaine de personnes dans un lieu hanté, obligatoirement t'entends des trucs. C'est obligé. Enfin, voilà, c'est un peu abusé. Par contre, ils commencent à avoir du bon matos. Ils ont fait des enquêtes vraiment sympas, notamment celle à Alcatraz, qui était vachement bien, quoi. J'ai suivi l'épisode, ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, quoi. Toi, t'as pas trop regardé Ghost Moi, Hunters? j'ai jamais regardé. Non. J'en ai vu 3-4. Donc, 3-4 éparpillés dans toutes les saisons. Ouais, donc c'est pareil, ils en sont à peu près 7e saison, mais 7-8 saisons, mais par contre, ils ont beaucoup plus d'épisodes par saison. Parce que Ghost Adventures, les premières saisons, c'était 8 épisodes. Même pas, ouais. Enfin, ils ont fait des trucs assez irréguliers, à mon avis, c'était par rapport avec la chaîne, il devait y avoir des contrats assez bizarres. Et du coup, TAPS sont beaucoup plus réguliers dans ce qu'ils font, quoi. Après, je pense que tous les chasseurs, les nouveaux chasseurs de fantômes et tout ça, sont plus ou moins inspirés de TAPS. Oui. En général, c'est ça. Hein. En général, ça reste la source d'inspiration. Ça reste la référence. Ouais. 2004, donc voilà, ça remonte un petit peu maintenant. C'est les premiers vrais télé un peu dans ce genre-là. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu une autre émission qui a percé aux États-Unis et qui est venue jusque chez nous en France aussi, qui était Mythbusters, qui est un peu dans du même acabit au final. Donc moi, ce genre de télé me plaît beaucoup, quoi. Si je pouvais voir que des trucs comme ça toute la journée, et puis ça, tu me mets ça aussi, et puis Stanley et la super-héros, là, je sais pas. C'est génial comme émission, ça. Je rêve de voir ça, j'ai toujours pas vu. Et c'est génial comme émission. Ça passe sur la nouvelle chaîne de la TNT, là, RMC Découverte. Il passe cette émission-là et je me régale, quoi. Notamment le mec qui crachait de la flotte comme un fou, là, qui a réussi à éteindre du feu. Il avale 5 litres d'eau, je crois, un truc comme ça. Non, peut-être pas autant quand même. Je sais plus. 3 litres d'eau et il recrache tout sur du feu et il éteint le feu. Ça, c'est du pouvoir utile. Voilà. Tu transparutes du feu, de l'eau, c'est cool. Enfin, il y a plein de trucs de fou là-dedans. Donc voilà, c'était pour TAPS. On va passer à une équipe française. Donc voilà, Maud, je te laisse en parler. Donc c'est RIP. Ah bon, je ne connais pas. Tu connais pas RIP? Donc RIP, c'est des Français. Ouais. On en a parlé déjà dans le Parabidule. On a eu une petite interview. D'Anton et de Nico. Ouais. Les deux frangins. Ouais. Alors, aux frontières du monde de l'invisible, aux frontières de l'inconnu, légendes, hantises, frissons et fantômes sont les acteurs principaux de la série télévisée RIP. Partez à la découverte des lieux les plus hantés d'Europe et ceux de près de chez vous. Une aventure humaine où l'équipe devra démystifier le vrai du faux autour de ces nombreuses histoires sombres du passé. Si vous voulez être témoin de certaines choses inexplicables, mais aussi ne pas être berné par de fausses légendes, alors ne ratez pas RIP. Voilà. En gros, RIP, ils sont assez différents de... Niveau de la diffusion, c'est sur Planète No Limites. Oui. Aussi. Planète Plus No Limites. Planète Plus, attention. C'est différent. Donc là, ils ont fait 2 saisons. La 3e est tournée, va être diffusée au printemps. Ouais. Courant avril, je pense. Ils sont bien donc sur le teasing là-dessus en ce moment. Tu sais donc, pas quoi dire. Non, je sais plus ce que j'allais dire en fait. J'avais commencé. Ah oui, donc ils sont totalement différents parce que ils vont plus pour démystifier les choses. Voilà, un peu et plus c'est comme vraiment TAPS. prouvé. Ouais. Ils sont plus dans un esprit de démontrer à la base. Enfin, ils vérifient beaucoup de choses avant de prouver qu'il y a un cas de hantise, quoi. Et même à la fin, quand ils n'arrivent pas à prouver quelque chose, ils ne disent pas que c'est catégoriquement du paranormal. Voilà, ils peuvent le dire, ils peuvent très bien dire il se passe rien, puis c'est tout, quoi. C'est pas hanté, point final. Et même, ils réussissent, alors ça, j'ai trouvé ça très fort, c'est la première fois que je vois ça dans une des émissions que je regardais comme ça. Ils réussissent même limite à remettre en doute la parole des gens qui les invitent à venir.
Du genre, il y a une dame, je sais plus, ils expliquaient pour une maison, et genre, ça faisait 10 pièces qu'ils visitaient, à chaque fois, ils disaient qu'il s'était passé un truc, machin. Et à un moment donné, ah d'accord, et quelqu'un qui fait, ah d'accord, il s'est passé tout ça. Donc, tu vois, du genre, arrêtez un petit peu, quoi. Enfin, essayez pas de nous le vendre à ce point-là, votre truc. Le plus probant, c'est quand même, ça a été très fort ce qu'ils ont fait par rapport à la photo qui avait été prise de, je me souviens plus du nom du. C'est le monastère. Je sais plus c'est où. Je suis désolé. Bref, il y a une photo qui tournait partout depuis plus de 10 ans en fait, où tu voyais une espèce de forme en fait, de une entité. Ouais. Apparemment, cette photo a été prouvée, authentifiée et tout ça. Ils ont été sur place. Pendant combien d'années? Je sais plus. Pendant 10 ans, une dizaine d'années. Ouais. Ils ont été sur place. Ils ont essayé de reprendre exactement la même photo, voir s'il y avait moyen de refaire la même chose et tout ça aux mêmes endroits. Et ils n'ont pas mis beaucoup de temps avant de pouvoir refaire la photo. À Mortemer, l'abbaye de Mortemer. Voilà, l'abbaye de Mortemer. Et il s'est avéré que c'était juste une histoire de jeu de lumière et d'ombre par rapport par rapport aux éclairages. Ouais. Enfin, ils ont démystifié quand même 10 ans de croyances sur cette photo qui tourne partout quand même. Ça, c'est fort aussi, quand même. Ouais. Et voilà. Bah, du coup, toi, Péremptoire, qu'est-ce que t'en penses de RIP? J'ai pas vu beaucoup, j'ai vu quelques épisodes, mais je trouve assez bien fait. Déjà, ça change d'avoir une émission française là-dessus. Ouais, c'est clair. Après, je sais pas, j'ai pas tellement vu. Ça reste localisé sur la France ou ils vont vraiment partout? Ils vont un petit peu partout en Europe, ouais. J'ai vu qu'ils allaient en Suisse, mais après, je sais pas s'ils vont. Ouais, ils ont fait un truc en Croatie aussi, je crois. Non, c'est dans les pays de l'Est. Je sais plus où c'était. Ah bon, puis la Croatie, c'est. Non, mais c'était pas. C'est en Californie. Oui. Non, mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Enfin, moi, c'est surtout le ton de. On va chercher partout, il n'y a pas moyen, on va chercher partout dans la pièce si c'est pas à cause d'un truc dans la pièce que ça s'est passé. Ou Puis quand tu regardes, la plupart du temps, ils reviennent assez souvent bredouille. Ou brecouille. Ou brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. Dans le bouchonnois. Voilà, donc nous en tout cas c'est une équipe qu'on aime beaucoup parce qu'en plus ils sont très sympas. Si vous pouvez les suivre sur Facebook, sur je sais pas, sur tous les réseaux sociaux où ils sont de toute façon, ils communiquent assez souvent avec les gens, ils répondent en plus, c'est ça qui est pas mal. Ils prennent le temps. Ouais. Nous on va essayer de s'organiser un petit truc avec eux une fois, je pense. On a déjà essayé de gérer pour pouvoir faire un petit podcast avec eux, ça pourrait être bien cool. Ah, ça serait sympa ça. Ouais, ça serait bien cool. Bah, du coup on t'appellera sur Skype, on dira Péremptoire, viens, il y a Rick, t'es là. Voilà. Et en plus voilà, je pense qu'on pourra parler de plein d'autres trucs parce que il y a Nico de RIP qui fait partie de Gameblog aussi, donc moi j'aimerais bien parler aussi avec lui. Voilà, donc c'était RIP. C'est marrant ce que je dis, non? C'était RIP. Bref. Voilà. Oui, enfin, on n'a pas parlé de tout le monde dedans. Tony Augusto, Nicolas Augusto, Denis Debelcourt, Mariana Perrillon et Terry Jean. Donc en général, ils sont quasiment tous enquêteurs. Mariana est documentaliste, il me semble, pour l'émission. Elle a l'air de beaucoup bosser sur les trucs. Elle fait un travail de malade. Ouais, il y a toujours un bon boulot de background derrière. Et ils vont toujours interroger des gens dans le coin pour vraiment savoir ce qu'ils pensent de l'endroit. Moi, il y a une enquête, alors je sais plus c'était où, je suis vraiment désolé. C'était dans le sud de la France, il me semble. C'est à Loches, je crois. Ouais. Ah bah je l'ai regardé juste avant. Ouais, et bah celui à Loches, au début je croyais qu'il allait rien se passer du tout, mais la fin m'a bien fait flipper. Donc si vous voulez voir un truc assez surprenant, bah allez voir cet épisode parce qu'il est vraiment... Enfin, il y a une espèce de phénomène qui s'est passé à la fin. Jeté de cuillère de toute beauté. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Et la suite, du coup, on va peut-être lancer... on va d'abord passer à l'ufologie. Et ensuite, on passera à Péremptoire. Ouais, il a hâte, là. Il aiguise ses couteaux. Je trépigne. C'est parti pour l'ufologie. Alors, l'ufologie ou l'ovniologie,
C'est moche, hein, l'ovniologie. L'ovniologie, je trouve ça moche. L'ovniologie. Est une discipline qui consiste à recueillir, à analyser et à interpréter les données se rapportant au phénomène ovni. Par exemple, des photographies, des témoignages ou des traces au sol. Genre, là, c'est une biche, là, c'est un ovni. C'est ça. Voilà. L'acronyme anglais UFO, Unidentified Flying Object, apparaît dans certains documents de l'armée de l'air américaine dès la fin des années 47 à 48. Même si de nombreux auteurs attribuent l'invention du terme au capitaine Edward J. Ruppelt, premier directeur du projet Blue Book, en 1952 pour remplacer l'expression populaire de soucoupe volante. C'est sur la base de ce terme UFO qu'est formé le mot ufologie. Ouais. Tout connement. Tout simplement. Voilà. L'ufologie désigne donc a priori toute étude consacrée aux ovnis. Dans les faits, l'expression concerne souvent la discipline telle qu'elle a été développée par des amateurs qui se sont intéressés aux ovnis à partir du début des années 50. Les études réalisées en 1947 par l'US Air Force peuvent être qualifiées d'ufologiques, mais dans les faits, c'est assez rare. De même, les enquêteurs militaires sont rarement qualifiés d'ufologues. Ils vont pas accepter de dire que oui, on enquête sur des trucs extraterrestres, quoi. Ça m'étonnerait qu'ils disent ça. C'est toujours un truc caché. C'est un truc de fou. Quoi, on quand fait même quoi, nous ? Non, rien. Depuis le nombre d'années, ils n'arrivent pas à accepter que... C'est quand même dingue, je trouve, quoi. Du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà. Même chose pour les enquêteurs qui ont pu travailler dans le cadre de la commission Condon. Alors, pas Condom, attention, hein, ou par le CNES, par exemple. Les ufologues sont donc principalement des amateurs. Et lorsque certains d'entre eux sont par ailleurs scientifiques, principalement des amateurs. Ah non, ça je l'ai déjà dit. Et lorsque certains d'entre eux sont par ailleurs scientifiques professionnels, ils sont ufologues à titre privé. Donc en fait, tu peux vendre des burgers chez McDo, mais tu fais ufologue à côté, quoi. C'est comme les chasseurs de fantômes, ils ont tous un job à côté au final. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui vivent de ça, hein, réellement. Ouais. Je suis pas convaincu non plus. Hein. Moi non plus, je pense pas trop, quoi. À part les Lone Gunners dans X-Files. De même, une distinction existe entre les ufologues et certains auteurs et ou passionnés qui ont pu défendre des théories jugées marginales. On parle alors parfois de soucoupistes. C'est bizarre comme nom qu'on suit ça. Bah moi, mon métier, c'est à dire je suis soucoupiste. Je trouve des UFO. Les soucoupistes, ouais, ça fait un peu garagiste. Si en France on parle volontiers d'ufologues, les amateurs d'ovnis de langue anglaise parlent surtout des UFO researchers. Le terme ufologiste est moins souvent utilisé. Ce terme semble être devenu populaire dans les années 70, au fur et à mesure que les termes UFO et OVNI devenaient largement connus. L'ufologie se divise en plusieurs écoles, en plusieurs courants. Au départ, dans les années 50, la plupart des personnes que l'on va nommer par la suite ufologues sont de l'avis que les soucoupes volantes, le terme OVNI commence à devenir populaire aux États-Unis à partir de 1956 et en France à partir des années 70. C'est bizarre, on a toujours un train de retard quand même. Hein. C'est tard, hein, 70 quand même. Bah, carrément, tu vois pas, 56-70, il y a un petit fossé quand même. Hein. Sont d'origine extraterrestre, on dit alors interplanétaire. Dans les années 1950, certains amateurs de soucoupes évoquent des théories plus marginales, terre creuse, univers parallèle, etc. À partir de 1977, un courant sceptique qui explique que les ovnis comme des méprises font son apparition. Hein ? Ah, à partir de 1977, un courant sceptique qui explique les ovnis comme des méprises fait apparition. D'accord. Excusez-moi, j'arrive même pas à me relire moi-même, c'est quand même assez magique. Hein. On parle du modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. Vers la même époque, d'autres auteurs proposent une explication parapsychologique. Donc c'est normal. Une fois qu'un courant commence à exploser, on va dans plusieurs branches différentes. Hein, donc c'est tout à fait normal. Mais tu parlais de théorie marginale. Il y en a une qui est marrante sur Internet qui dit que en fait, les ovnis, ce serait nous dans le futur qui viennent à notre époque pour faire du tourisme spatial, du tourisme temporel en fait. Ah, ce serait comme dans Terra Nova en fait. Ouais, voilà. Donc, ils viennent visiter la Terre à notre époque comme ça, tranquille. Pour dire, regarde, ça ressemble à ça les humains avant, machin. D'accord. On va voir arrière papy. Pourquoi pas, écoute, c'est une théorie qu'en vaut une autre en même temps. Hein. Ça me plaît bien moi. Ouais. Ou le truc de la Terre creuse, comme quoi en fait il y aurait les hommes taupes. Les reptiliens. Les hommes taupes. Ou c'est quoi ? C'est les hommes crabes dans ce sens. Oui, c'est ça. Les hommes crabes. Donc voilà. Donc je pense qu'on va pas trop s'attarder sur l'ufologie.
Non. Parce que on aura un épisode avec quelqu'un d'autre la prochaine fois. Oui. Voilà. Oui. Parce que grâce à On verra. Péremptor, il nous a rencardé. Ah oui. Voilà, merci On à en toi. parlera plus tard. Voilà. Donc là, on va attaquer un autre dossier. Qu'est-ce qu'on va attaquer comme dossier, Marie ? On va attaquer le dossier cryptozoologie. Je te laisse me débarquer. Vous savez ce que c'est la cryptozoologie ou vous avez déjà entendu parler? Ça parle des bébêtes. En fait, c'est, on va dire, l'étude, la recherche des animaux qui sont pas encore répertoriés en fait, mais dont il est possible d'attester, grâce à des preuves comme des témoignages oculaires, des traces de pas. Donc c'est possible de prouver qu'elles existent. D'accord. Et donc le terme c'est cryptide pour rappeler ces jolies petites bébêtes. Mais je vais pas m'attarder sur l'histoire de la cryptozoologie parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant là. Je vais m'intéresser aux cas de créatures que des gens disent avoir vues, et ça c'est vraiment sympa à voir. Faut juste distinguer que en cryptozoologie il peut très bien y avoir, par exemple, on découvre une nouvelle espèce de loup qui a rien de spécial non plus, c'est de la cryptozoologie aussi. D'accord, ok. Donc Oui, c'est voilà, pas donc, forcément des monstres mythiques, quoi. Voilà, mais nous on va s'intéresser quand même aux monstres mythiques parce que c'est quand même ça qui est plus intéressant. C'est rigolo. Alors j'ai commencé par les stars, qui est le Yeti. Alors vous pouvez voir les photos. Donc pour les auditeurs, je laisserai le lien. Oui, on mettra les photos, on fera une petite galerie. Donc le Yeti, qu'est-ce que c'est? C'est un sorte de gros singe bipède avec un visage qui ressemble à celui d'un homme. Et donc on appelle ça le Yeti au Tibet. Aux États-Unis, c'est le le Sasquatch. Non, c'est au Canada le Sasquatch. Ah. Aux États-Unis, c'est le Bigfoot. Ah bah oui, le Bigfoot. Donc je vais pas m'attarder, mais c'est vraiment le plus connu en fait. Et il y a énormément de gens qui cherchent à prouver l'existence du Yeti. D'accord. Donc, vous tapez Yeti photo ou vidéo sur Google, vous trouvez énormément de choses et des choses très floues pour la plupart. c'est ça le problème. Mais par exemple, la dernière chose en date, c'était il y a 3-4 ans, il y avait un habitant d'un petit village en Inde qui disait avoir trouvé des poils de Yeti et ils avaient analysé ça et c'était juste des poils de chèvre, donc ils s'étaient bien plantés. La gueule. Au niveau aquatique, ça va plaire à Titours. Il y a le kraken, il y a le mégalodon. Release the Kraken. Ah, oui. Donc le mégalodon, une sorte de gros requin qu'on voit dans des films bien nanardesques. Il y a aussi bien sûr le Loch Ness. Bien sûr, Nessie. Ah oui, joli petit Nessie. Mais chaque fois, beaucoup de personnes ont des photos de Nessie, mais ça ressemble plutôt à une planche, comme j'avais dit, une planche qui flotte sur l'eau. C'est pas très intéressant à voir. Récemment aussi, il y a eu la licorne, les jolies petites licornes. Ouais. Parce qu'il y a la Corée du Nord qui affirme avoir les preuves que les licornes existent, donc j'ai hâte de voir ça. Très très fort en Corée du Nord. Mais alors là, sur les photos, vous allez pouvoir voir, il y a un de mes préférés qui s'appelle le Wolpertinger. À votre avis? Wolpertinger. Alors attends, je descends jusque là. Le Wolpertinger. Il est très joli. Télécharger. Bam. Parce que attends, je suis obligé de télécharger les photos pour les voir. Fais-moi voir le Wolpertinger, mec. Alors, le Wolpertinger, c'est une créature qu'on trouve dans les Alpes bavaroises. Et donc, la légende décrit que la créature... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est une sorte de lapin avec des grandes ailes, des bois de serre, des crocs acérés et une crête de coq. Et moi, je trouve ça très joli. C'est impossible, un truc comme ça, non, oui. Et en fait, la légende dit que c'est une créature qui rôde dans les Alpes pour manger les touristes qui s'égarent. Non, mais t'imagines un truc comme ça, quoi? Mais ça marche bien. Qu'ils ont fait un assemblage de plusieurs animaux. Bah, c'est ça, c'est un taxidermiste qui est un peu starbé, quoi. Puis... Et vous allez voir, ce qui est bien aussi, et j'en veux à tout prix un, c'est que ils ont joué là-dessus et ils font des petits porte-clés Wolpertinger. Ouais, je trouve ça trop mignon et j'ai envie d'en avoir un. On va arriver au moins connu et un qui est assez glauque. Je sais pas si vous connaissez le roi des rats. Alors ça me dit rien du tout. En fait, c'est assez spécial. Alors, on n'en a jamais vu un vivant. C'était que des spécimens morts. Ouais. On ne sait pas si c'est une vaste blague ou non. Mais le roi des rats, c'est un groupe de rats qui ont leur queue attachée les unes aux autres. À force de se passer l'un sur l'autre, de bouger, leurs queues se sont emmêlées. Et ils sont obligés d'agir comme une seule entité pour survivre. D'accord. Et ils avancent comme ça, en forme de cercle. En roue comme ça. Oui, parce qu'ils peuvent plus se défaire leurs nœuds, donc ils sont obligés d'agir comme un seul organisme. En fait, c'est ultra glauque, quoi. Ah, c'est super glauque. J'ai jamais entendu parler de ça. Une roue de rat qui avance vers toi, quoi. Ouais, mais c'est ça. Hein, T'as déjà entendu parler de ça avant, toi? Non. Ouais. Pourtant, dans quelques séries, on fait référence à ça, mais
C'est pas très connu. Par contre, un plus connu, c'est le chupacabra. El chupacabra. Alors en espagnol, ça veut dire les mangeurs de chèvres, je sais pas quoi. les suceurs de chèvres, parce que la créature, elle a des gros yeux rouges, des grosses dents, et elle se nourrit en suçant le sang des animaux comme des vaches. Cette photo, elle a pas mal tourné quand même. Ah oui, mais on l'a vu énormément à un moment. Voilà. Et à ne pas confondre avec El Chupa Libre dans Futurama. Pour le chupacabra, donc c'est pas si vieux, si je dis pas de bêtises, c'est depuis les années 90 en fait. Il y a des fermiers qui ont retrouvé plein de leurs bêtes mortes dans une petite ville de République dominicaine. Ouais. Alors ils ont tous paniqué, ils ont cru que c'était un culte satanique qui volait leurs chèvres pour faire leur sacrifice. Mais bon. Ils auraient peut-être préféré à la limite. Hein. Ah oui, je pense qu'ils auraient préféré. Mais après, ils ont vu que toutes les créatures avaient un trou dans le cou et on leur avait sucé le sang. Ouais. Et comme tout, et c'est le départ d'une bonne légende urbaine, c'est juste quelqu'un qui a émis l'idée que c'était peut-être une créature maléfique, et l'histoire a pris, l'histoire s'est répandue, on a trouvé la même histoire aux États-Unis, enfin bref, un bordel pas possible. Sinon, ma créature préférée, je sais pas si vous connaissez, c'est l'homme papillon. Ouais, alors ça j'en avais déjà entendu parler. Je trouve ça particulièrement glauque. Ah, moi j'adore. C'est vrai que moi je trouve que tu vois le dessin que tu as mis en photo là par exemple, le dessin noir avec les yeux rouges, avec les ailes, c'est particulièrement flippant quoi. Ah oui, non, complètement. Tu connaissais ta mode? Non, mais c'est... Ah si, peut-être que vous avez déjà vu, mais je vais en parler juste après. Donc l'homme papillon, c'est une créature à forme plus ou moins humaine, donc avec des grosses ailes, des gros yeux rouges. Surtout, on recense 2 grandes apparitions de la créature dans l'histoire, mais surtout à des moments très précis. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors je dirais le 11 septembre. Très bien. Bah forcément, à chaque fois, de toute façon, c'est 11 septembre. Ou... En fait, la créature, elle semble apparaître à chaque fois dans un endroit quelques instants avant qu'il y ait une grosse catastrophe qui se produise, en fait. D'accord. Un petit peu comme un messager qui anticipe une catastrophe. Et l'autre, je sais pas. En fait, il y a que 11 septembre ou il y a un autre événement? Il y en a un deuxième qui est plus vieux, c'était entre... Tremblement de terre, non? Entre 1966 et 1967, et on leur a aperçu vraiment de nombreuses fois à Point Pleasant aux États-Unis. D'accord. Et donc on l'aurait vu tourner autour du pont. Bah, vous allez pouvoir sur les. Ouais, je le vois là. Ouais. On l'aurait vu tourner autour d'un pont. On ne sait pas pourquoi. Juste quelques temps avant que le pont s'effondre et ça fait 47 morts. Donc c'était une grande catastrophe pour la ville. Ok. Et d'un coup après la créature a disparu. Donc. Putain d'homme papillon. Ah oui, non, mais d'ailleurs, certains sont intéressés à ça après, et ils en ont même fait des livres et des films. Est-ce que vous vous rappelez du film La prophétie des ombres, avec Richard Gere? C'est sur cette histoire-là. D'accord. Voilà. C'était sur l'homme papillon. Ouais. C'est The Mothman. Mais tu sais que j'ai toujours voulu regarder ce film sans le regarder une seule fois, quoi. Donc, ce sera l'occasion. Essaye de voir à côté. Ouais. Ça suit assez bien l'histoire. Idem pour le 11 septembre, mais là je doute plus quand même. Sur la photo, on voit juste une sorte d'oiseau qui vole entre tours. C'est plus difficile à distinguer. Ouais. Bon, et puis ça peut être inséré très facilement sur Photoshop, ça. Hein. Et donc on l'aurait aperçu voler. Quelques instants avant que les tours s'effondrent. Sinon, oui, moi en fait j'aime toutes les créatures en fait. Comme ça. C'est pour ça que je dis c'est mon préféré à chaque fois. Ah oui, je dis c'est mon préféré à chaque fois, mais l'homme chèvre. L'homme chèvre. Ouais. D'accord. Ça fait un peu comme les faunes. Oui. Plusieurs témoignages donc parlent d'une créature mi-homme mi-chèvre. Alors rapidement ça plairait aux militaires ce genre d'histoire là. Ah bah oui, je vais parler des militaires. Donc il s'agirait, selon plusieurs théories, soit d'une créature démoniaque invoquée par un culte satanique, donc l'histoire classique, soit ce serait pas un homme chef, ce serait un ermite avec une hache, et beaucoup de gens pensent ça. D'accord. Oui, c'est relativement différent quand même. Sinon, ce serait un fou échappé d'un asile, donc ça aussi c'est relativement différent. Ouais. Et surtout, ce serait le fruit d'un produit d'une expérience de laboratoire d'un laboratoire de recherche agronomique aux États-Unis en fait, sur les chèvres. D'accord. Et ça aurait pu genre Dolly et un mec faites l'amour tout de suite.
Oui, voilà. Mais, par contre, la troisième photo, là, c'est quand même archi hallucinant parce qu'on dirait juste un mec archi bourré avec un costume de mouton, quoi. Mais, oui. C'est par terre en train de vomir ou je sais pas. La théorie la plus bizarre, en fait, c'est beaucoup de gens disent que c'est le résultat de recherches qui visaient à soigner un cancer. Donc, après, je comprends plus trop, mais... Je vois pas trop le rapport, là. Hein. Là, comment ils ont réussi à arriver à ça? Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le Chupacabra, ce serait le fils de Gottman, de l'homme chèvre. Ah d'accord. Oui, et en plus, ils se reproduisent entre eux. Voyez, on est mal barrés. Il faut bien pérenniser l'espèce. Hein. Il y a beaucoup de témoignages dans les années 50. Il y a énormément de légendes urbaines qui circulent là-dessus. On raconte qu'il serait possible, si on va à côté d'un pont, toutes les nuits, d'entendre ces cris de désespoir. Oh, c'est triste quand même. Peut-être qu'elle est triste, peut-être qu'elle aimerait bien voir une homme chèvre, un homme bouc. Et autrement, l'homme chef passerait ses nuits à détruire des voitures à coups de hache. Enfin, c'est plusieurs histoires. D'accord, il a quand même une putain de haine, cet homme chèvre. Alors il détruit des voitures à coups de hache. Il a essayé de putain, j'ai un pouvoir trop pourri, c'est nul. Alors apparemment il y avait un couple d'adolescents qui étaient en train de faire des choses dans leur voiture. Voilà. Et il y avait l'homme chef qui était à la fenêtre en train de les regarder, quoi. Et en plus il est pervers. Bravo. Et donc les photos que vous voyez là de l'homme chef sur le flanc du palais, c'est une photo qui date de juillet dernier, donc c'est pas si vieux. Hein. D'accord. Mais personnellement, j'ai des gros doutes quand même sur là, énormément, surtout sur cette photo là, excuse-moi. C'est un joli costume. Ouais, voilà quoi, ça fait trop un mec habillé en mouton quoi. Je mettais les mêmes quand je faisais les festivals, j'étais habillé en vache. Putain, heureusement que j'ai pas traîné trop bourré, tu sais, dans les vallées. Un homme vache. Et donc pour terminer, ça va être un peu plus long cette fois, mais ça va être là, je vais le dire que c'est mon préféré quand même. C'est vraiment mon préféré. Vrai de vrai. C'est le monstre polymorphe d'Afrique du Sud. Oula. C'est le monstre polymorphe d'Afrique du Sud. Pas facile à dire. C'est alors une histoire récente parce que ça date d'il y a 1 an et demi, mais l'histoire est super connue. Il y a eu plein d'articles là-dessus. On en a pas mal entendu parler. Donc l'histoire, ce serait celle d'un monstre qui aurait la capacité de changer de forme et donc qui, par la même occasion, terroriserait le petit village sud-africain de Slatterville. D'accord. Et donc, on l'aurait aperçu 2 fois pendant la même soirée. Donc la première fois, c'était à côté d'une taverne, sous la forme d'un homme portant une veste noire, tout simplement. Mais un habitant s'était approché, il avait vu qu'il n'avait pas de tête. D'accord. Donc juste un corps avec une veste. Et donc le monstre en question, après, se serait transformé en chien méchant, après, il serait transformé en vache. D'accord. C'est une logique qui m'échappe, mais je suis sûr qu'il y avait une bonne c'est raison. de chien à vache. C'est pire, tu restes en chien quand même. Après, le monstre sera ensuite montré à plusieurs personnes dans la même rue. Alors, il s'était transformé en gros singe avant de disparaître. Et la police avait déjà reçu la semaine d'avant en plus des dépositions d'habitants qui signalaient la présence du monstre. Donc l'histoire traînait depuis un petit moment apparemment. Et donc un témoin avait expliqué qu'il a été successivement le monstre, un homme en costume, un cochon. Après il s'est transformé en chauve-souris. Et donc les keufs ont cru ça quoi. La police, je vais le dire juste après, mais la police est carrément sceptique. Bon, parce que c'est étonnant. Ouais. Le monstre, il aurait été vu aussi par des paroissiens. Le monstre était en train de regarder par les fenêtres de l'église pendant 2 enterrements. Il s'était invité à un enterrement comme ça. D'accord. L'église en cochon, c'est. Il était là pendant l'enterrement. Bah ouais, c'est un signe de respect. Il avait l'air de trouver ça bizarre. Enfin, voilà. Quand même. Alors les habitants ont demandé une réunion avec la police et celle-ci a donné son accord de principe pour aller chasser le monstre à condition qu'on arrive à le photographier. D'accord. Oui. Et donc, selon l'histoire, il y a une photo du monstre qui existe, qui se repose sous un arbre, et sur la photo, donc il aurait dû avoir une forme humaine, mais quand la photo est développée, à la place, il y avait plus personne, il avait disparu de la photo. Ah, comme par hasard. Dis donc. Ça, c'est étonnant. Il a un sacré pouvoir. Il n'y a plus rien, on voit jamais ce qui se passe. C'est un petit peu ça. Les métamorphes sont de mèche avec Kodak. Il faut le savoir. C'est ça.
Alors, c'est tout pour cette petite galerie de créatures, mais il y en a énormément. Oui, là, du coup, tu m'as parlé de trucs que je connaissais même pas, Non, quoi. jamais Pourtant, entendu je parler. croyais connaître des trucs chelous, mais... Le Slenderman, vous voyez ce que c'est? On en a beaucoup entendu parler. Le Slenderman. Slenderman. Ça j'ai me vu, dit je dis rien. Alors, il n'y a pas de photo, mais c'est un grand monstre à forme humaine avec un costard-cravate, pas de visage. D'accord. Tête, mais pas de visage, et des espèces de bras de 2 mètres, et qui kidnapperait les enfants sur les aires de jeu. D'accord. En fait, à la base, tout le monde y a cru, ça a fait vraiment grand bruit, et c'était juste quelqu'un qui avait fait un petit canular il y a quelques années en Photoshop pour une photo. D'accord, Mais ok. ça a tellement pris qu'il y a des gens qui ont fait des web-séries là-dessus. Il y a même un jeu vidéo qui est sorti, Slender, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, jamais. Il y a plein de gens qui se filment en train de jouer au jeu et qui sont terrorisés. D'accord, ok. Moi, j'irai voir ça. Ça a l'air intéressant quand même. Slender, ouais. Jouer à Slender et on en reparle. Ok. Et voilà, c'était Merci beaucoup. une petite galerie rapidement. Ah bah mortel. Bah écoute, si t'en as d'autres sur le coude, hein, on t'attend dans mettra- l'émission. ouais. Il y en a tellement. Oui. Ah, là, du coup, j'ai envie d'avoir plein de petites bébêtes à la maison. Alors moi, ce qui m'a le plus plu là-dedans, quand même, c'était celle que tu nous... Ouais, voilà, quoi. Ça, c'est magnifique. Hein. Le petit Lequel souvenir, petit porte-clés avec le lapin. Pertinger, Ah, celui-là, il fait peur. Il est c'est génial. magnifique, ça. Tu vois pas, non? Tu veux pas dans le salon, ça? Non. Non? Toute la cheminée. Ah, c'est ça. C'est la carrément sa cheminée, non. place, quoi. Non. Un mélange entre un rat, un castor et une chauve-souris. Je sais pas, c'est bizarre. Oui, il a une crête de coq et ça, c'est Une classe. crête de coq. Ça, c'est top. Voilà, personne n'en parle de ça. Non, la Et crête. voilà, aujourd'hui, tout le monde oublie. Tout à fait. Et bah, merci beaucoup, Péremptoire. Pas de rien, ça me fait plaisir. Et bah, c'est très enrichissant. J'ai appris plein de trucs. Les hommes papillons, les trucs comme ça. Je sais que Les hommes chèvres, les hommes cochons. quand il n'y a plus le déo que je veux chez Carrefour, eh ben, je Mhm. regarderai maintenant s'il n'y a pas un homme papillon qui a provoqué ça. Voilà. Ou un homme chèvre avec une hache. Voilà. Ça commence à être un peu craignos comme Carrefour, là. Bon, nous allons passer à autre chose. Oui. Maud, tu vas t'en charger. Oui. Donc, c'est parti. Pitule dans ton cul. Non, pas dans ton cul, non. Non? Ah bon. Alors, on va passer au dernier point. C'est les mystères et légendes. Ah, Oui. Donc là, on va pas tout évoquer parce que c'est tellement vaste comme sujet. Puis qu'on se Il y en réserve a un petit tellement. peu plusieurs émissions Oui, d'avance aussi. C'est hein. clair. Je vais vous parler des plus connus, les plus voilà. Les crop circles pour commencer. Je sais pas si je le dis bien. mythe ou réalité? Ah, D'où que telle est ça la vient? question. Ah, ah. Alors, ou en français, on appelle ça un cercle de culture. Oui. Ça fait moins Bah non, paranormal. quand Mais même. tu regarderais Camelot, il disait déjà Oui. comme ça au Moyen-Âge. Tout à fait. Ah, voilà, Camelot. Bah oui. On a c'est tout parce dit. qu'elle regarde pas Voilà, Camelot. merci. C'est la seule personne en France qui n'aime pas Camelot. Arrête. Non, Ah. je dois pas être toute seule à pas aimer Camelot. Hein. Bref, je vais me faire frapper en disant ça. Merci. Tu vas On te va faire m'insulter. Oh. Donc, un cercle de culture est un motif réalisé dans un champ de céréales par flexion des épis. En général, c'est dans les champs de blé. Flexion. Ouais, ça. Oui, c'est Flexion, marrant de le dire comme ça. extension. Bah, flexion, oui. Oui, bah oui. Bah oui, c'est comme Réfléchi, ça que ça s'appelle. Dans le but de représenter diverses formes géométriques dont l'ensemble est visible depuis le ciel. Ces formes peuvent aller d'un simple cercle de quelques mètres de diamètre à des compositions de plusieurs centaines de mètres impliquant de nombreuses sections. Notamment la section d'assaut. Oh non. Ça c'était vilain, c'était vache quand même. Donc les premiers en fait datent des années 60. Ils ont été aperçus en Australie, au Canada et en Angleterre. Années 60? Moi, je pensais ouais, que c'est vieux. c'était plus. Je pensais que c'était beaucoup plus vieux, moi. beaucoup plus vieux, exactement. Bah ouais, Ouais. moi aussi. C'est comme ça. Hein. Tu sais, les trucs aztèques et tout ça. Ouais, sur les montagnes. Ouais. Mm. C'était un peu dans le même délire, au final. Bah ouais. Je croyais que c'était beaucoup plus vieux aussi. Non, Ouais, années c'est marrant. 60. Ok. Bien qu'une majorité de scientifiques et les sceptiques affirment que l'origine des agroglyphes, c'est comme ça qu'on appelle, Mhm. a C'est apparu joli. dans la campagne anglaise et maintenant connu, divers amateurs de phénomènes paranormaux continuent d'avancer de très nombreuses explications alternatives pour l'apparition des agroglyphes, phénomènes naturels inconnus, manifestations ufologiques ou manifestations d'énergie.
Alors quand tu vois les dessins, quand tu vois surtout l'ampleur et la grandeur, tu te dis comment un être humain peut faire ça. Même avec des machines et tout ça, C'est surtout au niveau de la géométrie, c'est très très balèze quand même. les cercles sont parfaits. Je pense que c'est faisable quand même. Oui. Avec la main humaine. Bah la faucille, oui. Non. Bah tu délimites un périmètre, écoute. Mais clairement pas. Mais c'est vachement bien respecté, c'est propre, c'est. Bah, pour les cercles, ils avaient montré, ils plantaient un piquet au milieu du champ et avec une espèce de grande planche de bois attachée à une ficelle, ils faisaient tout le tour comme ça pour faire un cercle parfait. Et ils répétaient ça autant de fois que nécessaire. Bah comme avec les bœufs et tout ça, quoi. Comme un compas en fait. Ouais, voilà. Ils écrasent tous les épis en même temps. Moi, je trouve ça impressionnant comme. Bah après c'est la Après, même chose qu'avec les fantômes. Après, je dis pas que c'est forcément paranormal. Voilà, oui. Voilà. Mais c'est impressionnant. Tu dis oui quand même. Enfin, c'est sûr que le petit fermier du Kentucky qui se lève et qui voit ça le matin dans son champ, bon bah voilà, il se dit putain, les jeunes du quartier ils font chier quand même. Non mais je comprends un petit peu que ça peut porter vraiment à se questionner. Comme vous dites, il y a plusieurs explications rationnelles quand même. D'accord. C'est surtout que c'était très attaché à l'ufologie à l'époque. Oui, surtout. Hein. Je pensais qu'ils venaient se faire chier avec des lasers pour faire des dessins dans nos champs, quoi. Des taggers. Ah, c'est ça, putain. C'est les petits rebelles en fait. Ils boivent de la bière et ils taguent les champs. Voilà. Tu veux que je fasse le suivant ? Eh ben, on va parler du triangle des Bermudes, qui est aussi, voilà, ça me plaît, qui est quand même une bonne légende dans le monde. Tout le monde y croit. Hein. Le triangle des Bermudes est une zone de l'océan Atlantique qui serait le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'aéronefs. De nombreuses légendes existent à propos de cette zone. Il n'y a pas vraiment plus que ça, parce que du coup, personne n'en est revenu. Donc comment tu veux en savoir plus ? T'as des navires qui disparaissent comme ça par magie, toujours au même endroit. Ouais. Voilà, c'est quand même assez. Ça m'étonne qu'il y ait personne vraiment qui soit penché sur ce truc, quoi. Certainement que si, il y a eu des études, certainement, mais. Il y a une personne qui avait fait plein de recherches électromagnétiques là-dessus. Il y avait plein de théories comme ça. Soit c'était un dérèglement du champ. Enfin, je connais pas grand-chose, mais champ électromagnétique. Soit certains pensaient à un sous-marin, enfin une base sous-marine qui aspirait les navires. Qui aspirait les bateaux. Ouais. Et un autre aussi une histoire aussi de dérèglement temporel avec les bateaux du passé qui reviennent dans le présent. On peut les voir. Enfin, des bateaux fantômes. Ah oui, ça j'ai déjà entendu parler. Par contre. Ça, je trouve ça complètement passionnant comme histoire. Le triangle des Bermudes, c'est... Il y a aussi une personne qui disait qui était en avion et qui était passé dans le triangle des Bermudes et qui avait été aspiré dans une sorte de nuage, une espèce de tunnel nuageux où il aurait vu la mort. Enfin, c'est complètement... Alors ça, notamment, j'en avais entendu parler dans une émission qu'on diffuse aussi sur le Parabidule, qui est UFO Hunters. Et il parlait justement de ce problème-là. Qu'il y avait un mec qui était passé à travers le triangle des Bermudes avec son avion et qui s'était écrasé. Et lui, il avait été rajouté comme quoi il avait vu des trucs un peu, des ovnis, tout ça aussi passé par ici. Donc voilà. Bon, pourquoi il choisirait justement ce basement-là pour... je sais pas. Alors il me semble aussi que le truc curieux, c'est que... Au Japon ou dans cet endroit-là, il y a aussi un espèce de triangle avec des histoires un petit peu similaires à celles du triangle des Bermudes et qui se trouve à exactement du même côté de la planète en fait. Enfin, D'accord. À l'exact opposé de la Terre. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs là-dessus. On tient une piste peut-être. Ouais. Eh ben on va aller enquêter. Allez, c'est parti. Tu nous accompagnes par en temps ou quoi ? Ah oui, si on paye l'avion. T'as un sac à dos La Fuma, c'est bon ? Ouais. J'ai ma tante Quechua. Voilà, une tante Quechua, un matelas, c'est parti. Ouais. Ensuite, Maud. Les crânes de cristal. Voilà. Donc ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, un crâne de cristal est une représentation du crâne humain en cristal de roche. Ce type d'objet était très prisé des amateurs d'antiquités méso-américaines précolombiennes au XIXe siècle. Considéré à l'époque comme représentatif des cultures aztèques et mayas, les exemplaires les plus prestigieux étaient des crânes de Paris, aujourd'hui au musée du Quai Branly, et le crâne de Londres, au British Museum, qui ont fait l'objet de nombreux articles
et dont le prêt a souvent été sollicité. Depuis, dès le début du XXe siècle, ces objets ont attiré les amateurs d'ésotérisme qui leur prêtaient une origine surnaturelle ainsi que des pouvoirs de guérison physique et spirituelle. Dès que tu rencontres un objet hors du commun, faut qu'on lui donne des pouvoirs qu'il a peut-être pas forcément, quoi. Non, mais quand tu vois les objets, quand tu vois à quoi ça ressemble, tu dis comment ça a pu être construit. Non, ça c'est sûr, je suis assez d'accord. Taillé, écoute, ouais. Les Romains qui faisaient des statues quasi parfaites, voilà quoi. Ouais, enfin, c'est surprenant, quoi. Oui. Forcément, enfin, t'as toujours des personnes qui disent oh, c'est surnaturel, c'est les extraterrestres qui l'ont fait ça. Ces extraterrestres qui l'ont fait ça. Si tu le touches, t'es immortel ou. Ouais. Enfin voilà, quand t'as la jeunesse éternelle. Donc les pouvoirs de guérison. Le plus remarquable était celui de l'explorateur Mitchell Hedges, prétendait avoir découvert dans les années 20 au Belize. Les fouilles du XXe siècle ne confirment pas la place supposée du crâne de cristal dans les cultures précolombiennes. Dans les années 1990, les pièces des collections publiques font l'objet d'expertises dont les résultats indiquent qu'il s'agirait de créations tardives, sans doute du 19e siècle, ou tout au moins de l'époque coloniale, pour les plus anciennes. Voilà. Alors c'est marrant parce que tu vois, ça j'en avais pas entendu parler. Pourtant j'ai vu un reportage il y a pas très longtemps là-dessus. Ouais. Et j'ai même pas entendu parler de ça, comme quoi ils les avaient estimés au niveau du temps aussi récemment que ça, quoi. J'ai un doute là quand même là-dessus. Mais bon. Ouais. Néanmoins, les crânes de cristal gardent leur pouvoir de fascination. Depuis la remise en question de leur authenticité, celui de Paris n'est plus exposé qu'à titre exceptionnel, comme en 2008 à l'occasion de la sortie du film Indiana Jones. Voilà. Le royaume du crâne du cristal. Ou encore en 2011 au Lathénium à l'occasion d'une exposition intitulée L'âge du faux. Ouais, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. C'est du toc. Celui vendu sur le marché. Celui de Londres est accompagné d'un panneau expliquant qu'il a sans doute été fabriqué au 19e siècle. Le monde New Age croit cependant toujours en leur pouvoir. Ouais, mais donc les New ça Age, reste une légende ancienne qui est plus ou moins... Les New Age, ils fument des pètes avec des hommes chèvres. D'accord. C'est des hommes cochons. Cool. Ouais, moi voilà. Je sais pas trop quoi penser de ça en fait, quoi. Je vois plus une petite arnaque quand même derrière tout ça pour vendre un objet, tu vois, à un très bon prix et puis voilà quoi. Ouais. Je sais pas. Péremptoire, t'en penses quoi? Je pense que c'est un coup marketing pour la sortie d'Indiana Jones. Aussi, oui. Ils avaient prévu ça largement à l'avance. Pourquoi pas? Il est fort ce Steven Spielberg. Il est très très fort. On va enchaîner sur des gens après, d'autres, un peu moins sympas. Ça dépend comment on voit ça. Hein. Ouais. D'autres légendes, les sorcières. Ouais. Les sorcières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Un sorcier. Il faut bien que tu parles dans le micro parce que c'est fait pour ça, Maud. Voilà. Merci, Guillaume. J'ai pas tapé ma hude. Alors, un sorcier ou une sorcière est une personne qui pratique la sorcellerie. Sans deck. Wow. Taille-moi une plume. Quelle définition. Si l'image du sorcier ou de la sorcière est très variable selon les cultures, la sorcière est dans le monde occidental principalement associée à sa capacité à voler sur un balai. Ouais. Au sabbat et à la chasse de sorcières. Oui. Le sorcier est parfois associé au voyant, d'autres l'associant au chaman, qui est un spécialiste de la communication avec les puissances de la nature et les défunts. La sorcière est un personnage récurrent de l'imaginaire contemporain, à travers les contes, les romans, les films et les masques des fêtes populaires. Ouais. Les sorcières, on en a toujours entendu parler. Ouais, il y a bon nombre de légendes par rapport aux sorcières. Hein. Que ce soit de notre côté du globe ou de l'autre côté, de toute façon, c'est quelque chose d'assez récurrent. Après, les sorcières existent vraiment, enfin. Oui. Après, les sorcières qui volent sur un balai, non. La sorcellerie, c'est pas un truc impossible dans l'absolu. Hein, donc, non. Ça existe. Ouais. J'ai Pixie Bidule qui n'aime pas les sorcières manifestement et qui vient me défoncer les doigts avec ses griffes. Mais casse-toi, espèce d'animal de fou là. Donc après il y a les vampires. Ouais. Twilight. Ils sont trop beaux, hein, je les adore. Alors, un vampire. Donc le vampire est une créature légendaire, un mort-vivant qui, suivant différents folklores et selon
La superstition populaire se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer sa force vitale. En gros. Ouais. La légende du vampire puise ses origines dans les traditions mythologiques anciennes et diverses et se retrouve dans toutes sortes de cultures à travers du monde. À travers du monde. Directement. Tiens, ça se retrouve à travers toi, non, Michel? Oui, oui, oui. Le personnage du vampire fut popularisé en Europe au début du XVIIIe siècle, plus précisément en Europe orientale, dans les Balkans. C'est en Serbie, en 1725, que le mot vampire fait son apparition suite à un cas supposé, celui d'Arnold Paul. Selon les traditions locales, les vampires sont dépeints comme des revenants en linceul qui, visitant leurs aimés et leurs proches, causent mort et désolation. Donc c'est assez marrant parce que ça se rapproche vachement des zombies quand même au final, quoi. Oui. L'image qui en résultait. Oui. Mais vampire, ça a beaucoup la cote. Beaucoup de gens s'habillent en vampire. S'habillent en vampire, se taillent les dents. Et il y a même des bars spécialisés pour les vampires à Paris. Ouais. Ça marche très bien. Même aux États-Unis, c'est un gros truc. Il y a des gangs de vampires qui se forment et tout ça. Avec des pieux et tout ça. Ouais, carrément. Beaucoup de gens qui se font tailler les dents en pointe et tout ça, ouais, qui vivent que la nuit. C'est un truc de fou. C'est fascinant. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Non, mais je peux comprendre que tu le vois, monde du vampirisme... Pour faire un rapprochement, notamment, je pense qu'ils sont beaucoup inspirés de ça aussi. C'est le film Blade, en fait. Mm-hmm. Oui. Avec toutes ces clans, le clan de Clones, je sais plus, les autres maisons, en fait. Ils appellent ça des maisons, c'est pas des clans. Où ils ont tous un espèce de glyphe dans le cou pour montrer qu'ils appartiennent à telle ou telle maison. Et en fait, aux États-Unis, il y en a pas mal qui sont inspirés de ça pour former leur propre maison et leur propre clan. D'accord. Et du coup, il y a une espèce de guerre de gang de vampires qui sévit aux États-Unis. Je trouve ça assez fascinant qu'une culture un peu pop prenne le dessus et devienne une culture profonde ou même un truc assez underground dans un pays, quoi. Enfin, c'est l'image qui en résulte, c'est un peu rock'n'roll les vampires, donc ça fait toujours marrer les gens, quoi. Ouais. Je te laisse continuer, excuse-moi. Diverses explications ont été avancées au fil du temps pour expliquer l'universalité du mythe du vampire, entre autres les phénomènes de décomposition des cadavres, des enfouissements vivants, des maladies telles que la tuberculose, la rage et la porphyrie. Je sais même pas ce que c'est ça, la porphyrie. La quoi? La porphyrie? La porphyrie. Rien à voir avec le porc. Je pense pas. Les hommes chèvres, non, les hommes cochons. Ou encore le vampirisme clinique affectant les tueurs en série qui consomment du sang humain. C'est moins bien. Des explications scientifiques, psychanalytiques ou encore sociologiques tentent de cerner la raison qui fait que le mythe du vampire a tant perduré à travers les siècles. Voilà, d'accord. Tu veux que je lise la suite ou tu veux continuer? Non. Bah après, quand tu parles de vampire, tu penses à quoi principalement? Le personnage vampire Par excellence, c'est Dracula. Bah quoi. voilà. Nosferatu. Ouais. Il n'est pas Twilight machin. Non, eux, c'est pas des vampires. Quoi. C'est des bouts de disco. Ah, c'est ça. C'est des égéries Louis Vuitton. Ouais. Donc voilà, enfin quoi dire sur les vampires. Ah, tu t'arrêtes là? Tu continues pas ce que tu avais écrit après? Si tu veux. Bah si. D'accord, non mais je croyais que tu continues, c'est pour ça. D'accord, non, bah oui, le mythe du vampire, de toute façon, c'est quelque chose, et même dans les cultures asiatiques, c'est quelque chose de très 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 présent. Et du coup, apparemment, je crois que ça remontait jusqu'en Chine. Les premiers empereurs, il y avait déjà des cas de vampirisme à l'époque qui ont été relevés. Ouais, c'est un truc de fou. Pourtant, c'est une culture qui est très 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 ancienne. Et je suis assez passionné de ce genre de sujet. Au niveau du vampirisme, c'est un truc qui me passionne. À ce qui paraît, il y avait pas mal aussi dans la culture celtique. D'accord. Les Celtes avaient ce genre de problème. C'est pour ça que certaines fois, ils enchaînaient les cadavres au cercueil pour ne pas qu'ils puissent ressortir de terre et revenir à la maison d'où ils venaient en fait à la base. C'était déjà traité comme ça à l'époque, tu vois. Donc je trouve ça quand même assez hard dans la tête de pouvoir se faire ce genre de choses, mais
il le faisait déjà. Et c'est s'il y avait une crainte, c'est qu'il y a forcément eu des histoires à l'époque qui traînaient là-dessus, quoi. Donc, si ça intéresse vraiment les gens, je pense qu'on fera peut-être un épisode spécial sur les vampires. Parce que moi, c'est franchement quelque chose qui me passionne énormément et je prendrais vraiment plaisir à en parler avec vous, quoi. Après, c'est vrai que maintenant, les vampires, tu en vois partout, hein. Dans la littérature, dans les jeux vidéo, dans les BD, tout ça. Oui. Au cinéma. Bah, puis c'est pas difficile à développer une histoire avec un vampire, quoi. Non, c'est clair. Donc, c'est assez facile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Péremptoire ? C'est mainstream maintenant le vampire. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le fantasme de vampiriser quelqu'un, de le transformer en autre vampire. C'est une espèce de transfert d'ADN par le sang. Bizarre, voilà, un petit peu. Moi, j'ai Buffy contre les vampires en tête, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Tu te fous de moi ? Non, tu chantes très bien. T'aimes pas Buffy ? Je n'ai jamais regardé Buffy. Oh, mais... Non, mais je vais me faire frapper ce soir, c'est pas possible. Bah, ça arrive, hein. Toute une éducation à refaire, c'est pas possible, je sais. Bon, moi je vais vous parler. Alors, je sais pas vraiment si ça a sa place parmi... remarque, ce que je viens de dire, en fait, en est la preuve, quoi. Bah, carrément que si. Les morts vivants. Ou les zombies. Oui. Donc là, on vient plus vers peut-être on penche un peu vers la science-fiction plutôt que le paranormal. Mais les morts-vivants, le terme de mort-vivant fait référence à être plongé dans un état intermédiaire entre la vie et la mort et qui subsiste tant bien que mal sous cette forme précaire. Donc en général, ils ont pas un gros look. C'est un peu des éponges qui servent à rien. La manifestation du mort-vivant peut se faire par le biais d'un corps physique à l'état de cadavre ou celui d'un corps immatériel. Ce qui est le cas des fantômes et autres âmes en peine, qui sont des esprits persistants des personnes mortes. Donc voilà, c'est aussi considéré comme mort-vivant quand t'es un fantôme, en fait. Ce qui est discutable, je pense, quoi, mais bon. Non. Il s'agit cependant de différencier les deux sens de mort-vie. Certaines créatures sont des personnes auparavant bien vivantes mais déchues à l'état de mort-vivant suite à un événement particulier, vampires, liches ou les ghouls, tandis que les autres sont des personnes décédées puis revenues à la vie de façon incomplète par l'intermédiaire de la magie, fantômes, momies ou squelettes. Notamment, d'ailleurs les momies, je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Parce que c'est un peu dans le même délire, hein. Les momies c'est des zombies au final, quoi. C'est ça. À noter que le terme zombie peut désigner aussi bien un cas que l'autre. Cependant, on considère qu'au sens strict, la définition ne s'applique qu'aux morts ressuscités, morts redevenus partiellement vivants, plongés dans un état de déliquescence qui les rend non responsables de leurs actes. Tu m'as placé déliquescence dans une phrase. C'est le mot à placer. C'est quand même assez fort. Les vivants corrompus, que sont les vampires et les liches, s'apparentent davantage à des créatures démoniaques car ils ont accompli un rite et conclu un pacte avec les puissances occultes en toute connaissance de cause. Donc là, on touche vraiment à l'occulte en plus derrière, quoi. Ah oui, il y a une grosse part de magie aussi derrière, avec le vaudou. Les morts-vivants ne ressemblent généralement plus la douleur, manifestent des facultés surnaturelles, invulnérabilité aux attaques non rituelles et insensibilité à la fatigue. C'est vrai qu'un mort-vivant, ça peut te faire Paris-New York à Yep. Hein. Voilà, sans dormir, sans manger, sans rien. En passant en dessous de l'eau, hein, attention, un truc de fou. Tandis que leurs intentions sont presque toujours hostiles aux vivants. Les vampires sont aussi réputés s'abreuver de sang de leurs victimes pour se maintenir en état de mort-vie. Les liches répandent des maléfices, les fantômes hantaient les lieux de leur passé, et les zombies se nourrir de la chair humaine. Donc ils ont tous un truc pour te faire du mal, quoi. C'est la section nique tout, quoi. Bon, là on peut dire que les morts-vivants ou les zombies, c'est un peu à la mode en ce moment quand même. Là on est en complètement. Je pense que c'est grâce à Twilight que tout le monde va lâcher un peu les vampires pour l'instant pour aller vers les morts-vivants, quoi. Il y a toujours eu cette guerre, de toute façon, plus ou moins entre les vampires et les zombies. Hein. Ouais, ça, je m'attends dans pas trop longtemps à ce qu'il y ait un film qui sorte là-dessus, quand même, quoi. Vampires contre zombies. Oui, il y a des chances. Hein. Alors, ils vont être dans la merde, les vampires, pour sucer le sang des zombies. Hein. Ils vont se vampiriser l'un l'autre, en fait. Ouais, mais ils vont se transformer, ils vont trouver, il y a moyen. Hein. Ouais. Il y a moyen. Tu vas nous parler d'une légende bretonne. Oui. Oh, la Bretagne, coucou. Coucou la Bretagne. L'Ankou. Je sais pas si vous connaissez l'Ankou. Si, moi je connais. Tu connais personnellement ?
Oui, c'est, d'ailleurs, il m'a piqué Dishonored. Il faut qu'il me le rende. Donc en fait, ça vient de Bretagne, les anciens Bretons ne craignaient pas la mort, annonce du commencement d'une vie meilleure, quelque chose de simple et naturel, mais de l'encou. Ils avaient très peur, un personnage effrayant et qui terrorisait les populations. Alors l'encou semble être un héritage de la mythologie celtique et plus précisément du dieu père, dont la fonction est la perpétuation des cycles vitaux, comme la naissance et la mort, les saisons et le cycle jour-nuit. Bien qu'on lui attribue désormais la faux, ou la pique, son arme canonique est le maillet béni. Tout indique sa proximité sur le dieu gallois Sucellos. T'as eu peur en le disant. Et le dieu irlandais Eochaid Araitir. Voilà, merci. Ou Dagda. Qui tue et donne la vie dans leur arme, avec leur arme, maillet ou massue. L'encou est une figure pan-brittonique de cette fonction et est appelée Angot, au Pays de Galles. Voilà. Sa fonction pour la suite a été réduite à la seule mort. Donc c'est assez passionnant en fait l'histoire de l'encou. Enfin, si tu regardes vraiment l'histoire en détail. C'est ce qui s'apparente le plus dans la culture générale à la mort avec sa faucille. Oui, quoi. C'est ça. J'aime beaucoup cette image, moi. C'est quelque chose. C'était déjà très présent, je crois, au Moyen-Âge, ce genre d'image de la mort avec sa faucille. Mais apparemment, la différence avec l'encou, c'est que, si mes souvenirs sont bons, ils entendent en fait quand quelqu'un va mourir, la personne qui va mourir entend en fait le cri de l'encou. D'accord. C'est un espèce de cri strident. Ça, c'est flippant, par contre. Ouais. C'est assez passionnant l'histoire de l'encou. Ouais. Mais les Bretons, de toute façon, ils ont plein de trucs mystiques. Ouais, les Bretons, Les Bretons, ouais. C'est comme le Queen Yaman, c'est mystique. Hein. Comment faire pour avoir tellement de beurre là-dedans? Comment tu fais pour manger 3 plaquettes de beurre? Et bah, tu manges un Queen Yaman. C'est tellement bon, mon Dieu. Bon, bah voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on va enchaîner avec la section suivante ou on se la garde pour un prochain épisode? Non, vite fait. On peut en parler rapidement? Vite fait. D'accord. Bah, alors, du coup, je vais mettre un jungle. C'est parti. Alors, on va parler de quoi, Maud? Donc, le paranormal au cinéma et à la télé. On va en parler très rapidement. Très rapidement. Parce qu'on n'a pas fait une liste exhaustive de tous les trucs qui existent, sinon on serait pas couchés, les enfants. Alors, péremptoire, quand tu parles de paranormal au cinéma, quel film te vient à l'esprit tout de suite comme ça? Un que j'ai pas vu, mais c'est Paranormal Activity. Eh ben écoute, nous non plus, on l'a pas vu. Non plus. J'ai pas vu du tout, mais autrement il y a Rec aussi qui se défend bien. Ouais. On va passer les Resident Evil, parce que j'ai pas envie d'en parler. Mais ouais, il y a plein de choses comme ça. Après, je sais pas si on peut qualifier ça de paranormal, mais The Thing, que j'adore. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Carrément, oui. Ouais. Carpenter en général, il y a plein de choses comme ça. Ouais, voilà, c'est surtout ça, moi, Carpenter. Alors moi, dans ce genre de film, je suis un peu plus fan des films qui traitent un peu des sujets sur la hantise ou les fantômes. Notamment, on n'a pas mis dans notre liste, mais un film qu'on a été voir il y a pas très très longtemps qui était Sinister et qui était vachement bien, quoi. Maud, vas-y, je te laisse énoncer un peu le... Moi, quand j'ai préparé ça, le premier film qui est venu en tête, c'est Sixième Sens. Ouais. Ah oui. Voilà. À l'époque, ça a été une putain de petite révolution dans le genre. Enfin, c'est surtout le cliffhanger, quoi. Ouais. Mais, Et un autre aussi avec un cliffhanger assez... Enfin, voilà. Les Autres. Ouais. Ah oui. Avec Nicole Kidman. Magnifique. Super film. Ouais. D'Alejandro Amenábar, un putain de réalisateur que je surkiffe. Qui est quand même qui a fait Ouvre les yeux aussi. Qui a été remaké. Et qui a été remaké et qui s'appelait... Je sais pas. Vanilla Sky. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Okay. Voilà. Mais les autres, c'était un très bon film avec une ambiance glauquissime. Franchement formidable. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas mis dans la liste, mais aussi dans ce genre-là, une autre légende qui vient des États-Unis, qui est celle de Jack O'Lantern, Sleepy Hollow, avec la légende de l'homme sans tête. C'est quelque chose de très présent chez eux. Il y a tellement de légendes, de toute façon, partout. Ouais, tout à fait. Mais bon, Sleepy Hollow, voilà, c'est un bon petit Tim Burton des familles, quoi. Je suis d'accord. Il y a aussi le fameux Exorciste. Ouais, l'Exorciste.
Indémodable. Indémodable. Oui, Et si. puis, on n'en a pas parlé, tiens, de cas de l'exorcisme en général. C'est quelque chose. Non. Bon, ça touche vraiment plus à la religion, déjà à la base. Ouais. Mais c'est quelque chose de méchamment flippant. Alors, j'ai jamais vu de vrais cas de possession. Je sais pas, vous, de votre côté, si vous avez déjà vu non. des trucs comme ça. Même en vidéo, je sais pas. En Alors, vidéo, dans les reportages. À tu part voulais dans Ghost Adventures avec le mec qui est au Bobby c'est McKee, différent. quoi. Mais c'est tout, quoi. Tu vois dans les reportages, enfin moi j'ai vu plusieurs reportages sur des cas de possession. Ça fait assez flipper. Ouais. Parce que tu vois l'état de la personne qui est possédée, tu dis, enfin c'est pas du jeu, c'est pas possible, tu peux pas mentir là-dessus, tu peux pas. Ouais. Je suis assez d'accord. Hein. Ça doit être un peu Je sais flippant. pas. Après moi il y a ce côté religieux qui me pose problème, qui me dit Moi, ça me fait encore plus flipper quand t'as des gens qui arrivent et qui disent, qui sont présents, tu vois, à ce moment-là, et qui arrivent et qui disent, moi d'habitude, je suis quelqu'un de super sceptique, mais là, j'ai trop peur, je me casse, quoi. Ouais, mais tout le monde dit ça, tu vois, ça tu l'entends à chaque fois, donc. Ouais. Au final, tu veux dire que quelqu'un de pas forcément super sceptique vient dire, je suis super sceptique pour crédibiliser le truc, au final. Bah oui, je D'accord. pense. Hein. Après. Non, mais c'est vrai que c'est troublant. Ouais. Ouais. Je confirme. Sinon, il y a un film que moi j'ai adoré, L'Exorcisme d'Emily Rose. Moi, je l'ai pas vu celui-là, moi non plus. Tu l'as vu, Péremptoire ? Non, pas du tout. Bah, un film à voir. Voilà, bah ça parle d'exorcisme. Voilà. C'est Tout bizarre. bêtement. Oui, donc il y en a vraiment pas mal. Après, La liste peut être très longue. Hein. on va un petit peu se diriger vers l'ufologie. Alors, du coup, vu à la dérision, tu as mis. Non, alors, parce que t'as le sujet paranormal qui est abordé de manière Très sérieuse, ouais. très sérieuse. Flippante, quoi, direct. Voilà. Et t'as ceux plus comiques. Notamment, bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Le dernier que j'ai pensé à celui-là, parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps, c'est Paul. Oui. Voilà. Mars Avec, Attack. Pas Ouais. très avec sûr. le Voilà, mythe Mars de Attack aussi, ouais. voilà. Le mythe de l'extraterrestre qui a toujours vécu parmi nous. Voilà, C'est ça. quoi. Roger dans Family Guy. Voilà, C'est ça. American Dad. T'as la soupe Oui, aux mais- choux aussi, la soupe aux choux. Ouais. Bon, c'est vieux, Oui. mais. Bah quoi, rigole pas. La denrée. Ouais, bah il y a plein Voilà. de films comme ça. De toute façon, bah tu regardes même. Alors, c'était un peu considéré comme un film comique à l'époque. Il est très vieux. Le bal des vampires. Comique. Ouais, c'était Oui. considéré comme un film plus comique à l'époque, en fait. D'accord. Quoi. Tout ce genre de film. Bah, après, moi, il y a d'autres trucs que j'adorais, notamment chez Mel Brooks. Le fils de Frankenstein, ce genre de choses où c'était un peu un traitement d'image très très Hammer. Mhm. Là, c'est quand même assez magnifique ce genre de truc, quoi. Mais on aurait pu parler de tous les films de la Hammer d'ailleurs. Ah oui. On a tellement. Ouais, c'est clair. Ah bah, tous avec Boris Karloff dedans, mais ou Christopher Lee. Mais voilà, Voilà, d'accord. bon, la liste est très longue. On fera franchement un épisode sur les films cultes par rapport à ça. Sinon, on aurait pu parler de Cimetière, on aurait pu parler de tellement de films. Voilà, quoi. Sinon, à la Si. télé. À la télé, le paranormal. Ça se résume à surtout un nom. Hein. C'était quand même X-Files. à X-Files. l'époque. Ouais. Ah oui. Une des plus grandes séries de cette dernière décennie, quand même. Hein. J'étais trop jeune pour comprendre, mais c'est vrai que c'était une sacrée série. Hein. Bah oui, 93, hein, X-Files, hein, quand même, ça pique. Hein. Ça Il y fait a aussi remonter. Au-delà du réel aussi. Ah, bah, on l'avait Aussi, noté aussi. ouais. Parce que moi, j'aimais beaucoup Au-delà du réel. Donc X-Files, on va pas redire le pitch, hein, vous connaissez tous, sauf que bon, vous regardez aujourd'hui les épisodes, les premiers, ça fait très très mal. Ah oui. Ça a mal vieilli. Hein. Jolis effets spéciaux. Hein. Au niveau du look même, je sais pas, Gillian Anderson, tu te dis, elle était quand même pas très très belle au début de C'est vachement d'X-Files. amélioré. Hein. Sinon, je voulais parler d'une émission qui est assez ancienne aussi. C'était Mystère. Je sais Oh pas oui. si t'as connu, Péremptoire. J'ai déjà entendu parler de ça. J'ai pas regardé, mais. C'était une émission qui était diffusée sur TF1. Si t'as envie de rire, essaye de Ah, les c'était voir. avec Carole Rousseau et. C'était pas ça Ah non, c'est beaucoup plus. Ah non, plus ouais, vieux. c'était autre chose. 92, Entre 94. 92 et d'accord. 94, c'était présenté par Alex Putain, j'arrive pas à parler. Alexandre Balou, Merci.
Comme oh oh oh. Voilà. L'émission en fait est adaptée au un format original américain. Unsolved Mysteries. Voilà. Qui date de 87 quand même. Mais bien sûr, on est toujours à la bourre. Hein. Bah ouais, comme ça. Présenté par Robert Stack. Alors moi, cette émission m'a traumatisée. Hein. En étant gamine, Mystère, ça. Alors, il faut savoir que Mystère, c'était principalement que des reconstitutions en fait. Ouais. Alors, c'était témoignages et reconstitutions de faits, plus ou moins. C'était souvent des hantises, on va dire quoi. Notamment cette histoire avec. L'armoire normande où il y a des pommes qui volent, la maison qui saigne. La maison qui saigne. Un grand classique. Ça oui, j'avais entendu parler de ça. Voilà. Ça, c'était un grand classique. Alors moi, quand j'étais petit, ça me faisait pas mal flipper quand même. Parce que tu remets à l'époque, en 92, il y avait très peu d'émissions sur, qui parlaient de ça. Sur le paranormal. Voilà. Ouais. Et la façon où c'était orchestré, quoi. Mm-hmm. C'est marrant parce que la dernière fois, je regardais une émission de médias général et ils expliquaient totalement la façon dont fonctionnait la télévision et comment utiliser certaines émissions pour pouvoir avoir le plus d'audience possible. Et en général, le mec disait que la plupart du temps, il fallait mettre une émission sur le paranormal pour faire le plus d'audience possible à la télé, quoi. C'est ce qui fonctionne le mieux. Tu vois, c'est le côté des sceptiques qui sont tentés pour venir voir un truc. Alors après, ils vont dire que c'est pour se foutre de la gueule, machin. Mais... Le problème, c'est quand tu vois les émissions que diffuse TF1 ou autre chaîne sur la nuit du paranormal, les trucs comme ça, la soirée du paranormal. Enfin, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze, excuse-moi, c'est sûr qu'à la base, ça va pas être un truc sérieux, quoi. Déjà, quand t'es sceptique, tu vois certains témoignages de soi-disant médiums ou autres. Tu dis non, mais attends, ils se foutent vraiment la gueule du monde, quoi. Ils se vraiment prendre les gens pour des teubés, quoi. Ouais. On avait vu, alors par contre, je crois que c'était sur une chaîne de la TNT, je sais plus est-ce qui faisait ça. C'était NT1, je crois. Ou D8, je sais plus. Où ils avaient fait toute une série de reportages sur le paranormal et avec plein de sujets différents. Et il y avait pas de présentateur. En fait, c'est ça qui était cool. C'était que de l'enquête, quoi. Alors moi, il y avait juste, je me souviens de la partie de l'écriture automatique. Ouais. Qu'on n'a pas évoqué. C'est bizarre aussi quand même ça. Oui, c'est une sorte de transe où oui, c'est ça l'écriture automatique. Ouais. Voilà, où l'entité ou l'âme en fait qui est là te permet d'écrire tout ça. Ce qui paraît, il faut faire très attention avec ça parce que ça peut vite devenir une espèce de drogue en fait chez les gens, de vouloir se prouver quelque chose absolument en faisant de l'écriture automatique. T'as vite fait de te persuader de ça. Oui, c'est ça. Dans le reportage, t'avais une nana qui, soi-disant, était médium. Elle se prenait pour une médium, elle savait qu'elle avait des capacités de médium. Elle était avec un spécialiste de l'écriture automatique, entre autres. Et elle essayait par tous les moyens de se persuader qu'elle allait arriver à faire ça ou autre. Ouais. Pourquoi pas. Après, c'est ce genre de choses... Moi, j'ai un peu de mal, quoi. Enfin, c'est surtout que quand tu mets 10 personnes dans une pièce, qu'il y a une personne qui fait écouter aux autres écouter, à ce moment-là, on entend ça. Tu les influences forcément. Donc, eux, ils vont entendre forcément ce que tu leur as dit d'entendre. C'est comme les séances de PVE qu'on parlait tout à l'heure, où la personne te dit « Ah tiens, j'entends ça ». Forcément, tu vas entendre ça, tu dis « Ah oui, bah oui, forcément ». Alors nous, on a pas mal entendu parler de ce sujet, notamment dans une émission qu'on écoutait, Maud et moi, une émission qui s'appelait ERPN. Ouais. Je connais pas du tout. Alors c'est une division de recherche paranormale du nord de la France. Ils ont fait quelques podcasts, ils en ont fait 5 ou 6, ils très longs. Encore. Hein. Ouais. Ils en font encore. C'est des émissions très très longues, hein. Ça dure 3 heures. Par contre, c'est très très sérieux parce que c'est un taf pour eux, quoi. Enfin, ils sont pas rémunérés pour ça, mais ils viennent vraiment chez les gens pour tenter de les aider à se débarrasser des fantômes et des esprits, quoi. Et ils ont une approche très très scientifique et ils sont très enfermés sur leur truc, hein. Ils veulent vraiment pas à ce que ça devienne un business où ils veulent pas passer à la télé, ils veulent pas
Ils veulent garder vraiment une espèce d'authenticité par rapport à ce qu'ils font et à la manière dont ils veulent rendre... Pas divulguer les affaires et les enquêtes qu'ils font. Voilà, et ils veulent vraiment rendre service aux gens d'abord, quoi. Mais c'est intéressant quand même. Ça reste intéressant, les podcasts qu'ils ont fait. Ils parlent d'énormément de choses qui sont super intéressantes. Voilà. C'est assez... Apprendre à connaître. Sur quelques épisodes, c'est assez rébarbatif. Oui. Mais bon, c'est sympa. Et puis, il passe de la musique métal celtique entre deux. Pourquoi pas. Ah bah, j'ai écouté, tu vois. Voilà. Ça m'intéresse. Voilà. ERPN Radio. C'est, ils viennent du nord de la France. C'est sympa. Je crois qu'ils sont diffusés maintenant depuis peu sur une radio locale bretonne. Voilà. Et bon, par contre, ils ont une totale aversion pour tout ce qui est show à l'américaine comme nous on regarde. Ils sont totalement contre. Ils en ont totalement horreur. Ouais. C'est eux, le fait de mettre ça en spectacle, ça les amuse pas du tout, quoi. Voilà. Donc, je t'invite à écouter, puis tu nous feras un retour. Et soit dit en passant, c'est vrai que quand on a commencé à regarder un peu sur tout ce qui était paranormal, on a regardé un peu s'il y avait des podcasts sur le paranormal. Il n'y en a pas. Bah, pas en France, en tout cas. Il y a un filon à prendre. Ouais. Ouais. Je sais pas si ça passionne pas les gens ou... Eh ben, on en parlera aux petits gars de RIP, machin, s'ils veulent qu'on fasse un truc sérieux. Et puis voilà. Tu lances le truc comme ça. Bah, c'est eux qui parlent, parce que moi j'en ai marre de parler, je ferai que le son. Voilà. Tiens, je vais mettre une chauve-souris à ce moment-là. Voilà, ça y est. Donc voilà. Ouais. Bah, je pense qu'on est pas mal, là, on va peut-être conclure, parce qu'on a beaucoup parlé, les enfants. Donc, on va remercier Péremptoire, Maud. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Péremptoire ? Sur les internets. Partout, sur Twitter essentiellement. Donc Twitter, c'est Péremptoire, comme ça se prononce, avec un arrobase devant. Vous allez tout de suite reconnaître grâce à son superbe avatar. Oui, mais je vais le changer là, parce que bon bah, c'est l'épiphanie est passée. C'était le roi Frangipane en ce moment. Bah oui. Frangipane premier. Sinon, sur le podcast Les Éclaireurs, avec beaucoup de tueurs du bidule en fait. Donc voilà, je les rameute vers moi. Voilà. C'est sympa avec Queen Novi, on s'échange tous les chroniqueurs et tout ça. Oui, donc sur les éclaireurs et aussi sur le podcast Queen Novi, et je fais un petit coucou aux copains de Queen Novi par la même occasion. Voilà, nous aussi on leur fait un big up, on vous kiffe tous les mecs. D'ailleurs je te félicite pour les éclaireurs que moi j'écoute et que j'aime beaucoup. Voilà. Merci. Parce que c'est toujours très très complet, j'apprends toujours énormément de choses et voilà, c'est bien cool. Bah merci. Voilà. C'était ému, hein. Maintenant je te dis en fait non, je te mens. J'aime pas. Ça se trouve, c'est de la grosse merde et ascenseur émotionnel. C'est la théorie du complot et puis c'est la théorie du complot. Donc voilà, donc vous pouvez nous retrouver. Alors cet épisode, on va le mettre en même temps sur le Parabidule et sur le Bidule. Oui. On fera un espèce de lien pour que vous puissiez aller voir. Parce que le podcast est sur le flux du bidule de toute façon, donc on va pas changer pour ça. Donc vous tapez lebidule.org/parabidule et vous tomberez sur la page du Parabidule. Alors on va peut-être expliquer parce que tout le monde connaît pas forcément. On a quelques émissions qui sont diffusées, qu'on remet, qui nous viennent de Dailymotion, YouTube, des émissions sur le paranormal qu'on met un peu chaque jour, pour que les gens puissent les regarder. Donc voilà, ça vous évite d'aller chercher directement. C'est bien utile, ça change de la télé, quoi. Ouais, c'est clair. Bah nous, on regarde quasiment plus que ça et des séries, quoi. Donc comme ça, on est tranquille. Donc voilà. Après, on commence un peu à faire des articles. On a un petit peu de mal parce que faire que ça tous les deux, c'est un peu chaud quand même. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur le Bidule. Oui. Lebidule.org et sur Twitter @maudel pour Maud, pour moi, et moi @bouli _ à la fin si cette putain de chinoise arrive un jour à me laisser son compte, parce que je commence à en avoir marre. C'est à peu près tout. Vous pouvez retrouver le Bidule sur le Bidulepod. Sur Twitter. Il y a tellement de trucs différents qu'à la fin je me perds, moi, j'en peux plus. Sur Facebook, sur Google+. On est partout, cherchez pas. Sur la communauté Google+. Tu peux pas tester. Voilà, partout. Sur le Minitel. Et surtout, 15 le bidule. Big up aussi à Larnouf, notre pote, qui nous a fait un petit peu de pub. Tous les gens qui nous ont fait de la promo pour le Parabidule. On espère que ça va vous plaire. Alors, on a créé aussi, vous verrez sur le Parabidule, un forum qui ne marche pas.
Mais il faudrait l'alimenter tout simplement. Ouais. C'est parce que nous on n'est pas doués non plus. Mais les gens ils veulent pas parler de leur expérience, je sais pas. Non, bah tu sais, c'est un truc pas facile de se livrer comme ça, je pense. Hein, donc utilisez des pseudos, appelez-vous tous Gunther et puis voilà. Oui, ça voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Retrouvez-nous sur le Parabidule de toute façon. Et puis, nous, la prochaine fois, ce sera un épisode normal du bidule qu'on va faire. On va retourner sur des trucs un peu plus fun quand même. Oui. Donc, ça sera des otaries qui jouent avec des ballons. Maud, elle va parler d'un endroit où il y a des gens qui se curent le nez. Voilà, tu vois, des trucs beaucoup plus concrets. Voilà. Et puis, on attend surtout votre retour par rapport à cet épisode pour savoir si ça vous a plu d'abord et si vous souhaitez qu'on en refasse quelques numéros parce que nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur et voilà. Et ça sera moins régulier que le bidule quand même. Oui, on va faire ça de temps en temps. Ouais. Dites-nous si c'est trop long, si c'est trop court. Enfin, trop court, non, je pense pas. Ouais. Mais si on est beau gosse, je veux dire. Oui, ça c'est sûr, de toute façon. Bah, péremptoire, je sais pas, c'est un chat sur une galette, donc les gens s'y quittent. Mais je trouve ça beau gosse, moi, les chats sur les galettes. Dans l'espace. Bon, allez, on va arrêter de raconter des conneries. On va vous laisser. Et on vous souhaite une bonne fin de chosage. Oui, bien sûr. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Parabidule. Salut. Au revoir à tous.